Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue. C'est vraiment une grande joie pour nous de vous voir si nombreux et si variés, si je puis dire. Euh, donc, merci, ça compte pour nous. Et puis, je ne manquerai pas de dire que ça a un sens particulier compte tenu du thème de la séance d'aujourd'hui. Avant de laisser la place à David Lombard et à ses intervenantes et intervenants, que l'on est tout à fait ravis de pouvoir recevoir, bienvenue encore. Je prends très brièvement la parole pour vous dire un mot du cadre dans lequel s'inscrit cette table ronde. L'événement est organisé par le groupe Intersection qui rassemble des jeunes chercheuses et jeunes chercheurs de la faculté de philosophie et lettres et plus largement des sciences humaines. Il vise à créer des partages en dehors de nos bulles disciplinaires respectives, des partages qui ont lieu tant sur le plan scientifique que pragmatique, quand il faut échanger des informations sur les aspects administratifs de la thèse, par exemple, ou sur un plan plus informel. Ce n'est pas un mauvais lieu pour rencontrer des êtres humains dans la même situation que vous. En étant, pour ainsi dire, autogéré par ses membres, Intersection, c'est surtout ce que l'on décide d'en faire. Pour l'année 2021-2022, nous avons obtenu un financement institutionnel accordé par l'unité de recherche Traverse, destinée à l'organisation d'un cycle de rencontres et de conférences. Alors, la discussion pour décider du thème de ce cycle, elle s'est déroulée en plein confinement et plusieurs membres ont manifesté le souhait de consacrer ce cycle à la question de la reconstruction. Si le thème est vaste, il se veut un moyen à nouveau d'activer des rencontres entre les disciplines et il vise à prolonger les questionnements sur l'après au sens large, celui qui suit une crise, un moment théorique, voire même la production d'un texte. Il vise aussi à questionner la façon dont on peut reconstruire une épistémologie, des mécaniques de réflexion, des processus méthodologiques en fonction d'une situation qui activement nous pousse à adapter nos manières de penser. Alors nous avons formulé le thème à l'interrogative, reconstruire, dans le but que l'on puisse éventuellement questionner les enjeux, voire même la pertinence de la reconstruction comme geste critique et envisager le paysage notionnel large qui l'accompagne, déconstruction, progrès, restauration, co-construction. Et cette rencontre est donc la 4e séance de ce cycle et il est temps qu'elle commence. Et je laisse la parole à Rachel. Merci Élise. Donc, je vais juste vous lire un tout petit texte de présentation et présenter nos intervenantes et intervenants. Alors, l'excellence, c'est une notion qui est au cœur de la recherche scientifique et de la politique de recherche. On la retrouve, comme vous pouvez le voir ici sur le slide, dans pléthore d'appels pour des bourses et autres financements destinés supposément donc aux meilleurs étudiants, doctorants, chercheurs ou à l'élite, comme on peut même le voir dans un des appels. Dans celui d'Excellence FL en France, par exemple. Tant les plus jeunes chercheurs et chercheuses que les scientifiques et professeurs hautement qualifiés la poursuivent, l'idéalisent, la cultivent, la mécomprennent ou la critiquent. Nous proposons donc aujourd'hui de questionner tant cette notion d'excellence que les politiques et problématiques multiples et variées qu'elle implique ou qui la sous-entendent. L'excellence dans la recherche est-elle synonyme de productivité, de quantité ou de qualité? Peut-elle s'envisager à tout coût humain et parfois sans apport financier décent? Doit-elle être inéluctablement associée à une recherche stratégique répondant à des impératifs économiques et sociétaux qui peuvent menacer la liberté académique? Il en va de même pour l'enseignement qui subit, comme l'a par ailleurs souligné Philippe Forêt, dans un tract Gallimard qui est paru en 2020, la pression et les contraintes imposées par le numérique et par ces mêmes enjeux économiques et sociétaux. L'université, avec un U majuscule, est en première ligne, écrit-il. Et sur ce front, nous rappelle Adèle Combe, qui est ici présent, ce sont souvent les jeunes chercheurs et chercheuses qui tombent les premiers. Pour discuter avec nous aujourd'hui de l'excellence, mais aussi de la précarité, du harcèlement ou encore de politiques de recherche douteuses, nous accueillons Adèle Combe,
docteur en neurobiologie, travaillant désormais dans le secteur privé et qui a décidé en 2019 de lancer une enquête sur la situation des doctorants et doctorantes en France. Paru dans son ouvrage au titre incisif « Comment l'université broie les jeunes chercheurs, précarité, harcèlement, loi du silence », cette enquête met en exergue des problèmes qui semblent devenir spécifiques au domaine de la recherche. S'il ne date pas d'hier, nous devons tout mettre en œuvre dès aujourd'hui pour qu'il cesse au plus vite, car pour paraphraser Adèle, un doctorant qui ne déprime pas peut quand même être un bon doctorant. Alors, Élise et moi, nous, on est dans des situations privilégiées, on va dire, on est très bien encadrés. Et on en a un peu parlé aussi autour du déjeuner avec Adèle. C'est vrai que si on pouvait essayer de lancer un dialogue, si on est les mieux lotis, mais c'est aussi à nous parfois de dire qu'on peut changer les choses et ensemble, on pourra le faire même avec ceux qui le sont moins. Olivia Chambard, qui est docteur en sciences sociales et chercheuse affiliée au Centre d'études de l'emploi et du travail et professeure agrégée en sciences sociales à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Elle a soutenu en 2017 une thèse intitulée La fabrique de l'entreprenant, sociologie d'une politique éducative aux frontières du monde académique et du monde économique, et a publié chez Découverte en 2020 l'ouvrage Business Model, l'université nouveau laboratoire de l'idéologie entrepreneuriale dans lequel elle décrit l'entrepreneuriat, comme je cite, une sorte de cheval de Troie de la pénétration des logiques de l'entreprise à l'université ou un nouvel avatar de l'idéologie capitaliste porté par un groupe d'agents dotés d'un corpus de valeurs cohérent et d'intentions explicites. Enfin, Nathan Charlier est docteur en sciences politiques et sociales et chercheur au département des sciences de la santé publique de l'Université de Liège. Il a beaucoup travaillé sur les politiques de recherche dans le paysage belge et a publié sa thèse en 2021 sous le titre de « Gouverner la recherche entre excellence scientifique et pertinence sociétale » aux presses universitaires de Liège. Qui conclut avec ces mots, je cite, il cite aussi par ailleurs d'autres personnes, « Il est nécessaire de s'organiser collectivement pour donner une voix, un poids et une traduction aux imaginaires alternatifs. C'est pourquoi les derniers mots de ce livre, de son livre, paraphraseront Marx, comme Hoffman et Rader, chercheurs de tous les pays, unissez-vous. » Car oui, si les domaines d'expertise de nos intervenants et intervenantes et les nôtres demeurent bien différents, nos inquiétudes convergent. Cette table ronde est donc peut-être une première tentative de répondre à l'appel de Nathan. Dans ce but, je vous propose de commencer avec les questions préparées par le groupe Intersection et nous enchaînerons ensuite avec les questions du public pendant plus ou moins une heure. Donc, vous aurez le temps de poser vos questions aussi, évidemment. Une première question simple mais nécessaire pour commencer. Pour vous, l'excellence scientifique, c'est quoi? Alors, je vous propose de passer le micro comme ça. Il faudra faire un peu de gymnastique parce que le câble est relié à l'estrade. Donc, on peut commencer dans l'ordre ou pas. Oui, comme vous voulez. J'ai préparé un peu mes réponses à l'avance. Pas toutes, pas sur toutes les questions. Mais, Il y a des surprises aussi. Donc, moi, j'ai réalisé une thèse de doctorat sur les politiques de recherche et d'innovation menées en Flandre et en Wallonie, donc de manière comparée. Et c'est un doctorat qui s'est allé, que j'ai fait entre 2012 et 2017. Et depuis lors, j'ai plus directement travaillé sur ce sujet. Donc, il y a certainement des publications plus à jour, des choses comme ça. Mais néanmoins, j'ai quand même fait c'est vrai, une enquête empirique avec différents cas, dont l'Université de Liège, l'Université de Gand aussi, et puis toutes sortes d'autres dispositifs politiques. Et pour répondre à la question, l'excellence scientifique, c'est quoi? Pour moi, c'est d'abord en fait un discours. Il est très présent effectivement ces dernières années dans les universités. Hein. On témoigne que c'est le thème d'un échange aujourd'hui. Il est très présent dans les politiques de recherche. Mais en soi, la notion d'excellence, elle ne signifie rien du tout. Je veux dire, on peut parler d'une viande excellente, d'une université excellente, d'un sportif, de l'excellence d'un sportif ou d'un produit, d'une production culturelle. En soi, ça ne veut rien dire. C'est un peu un empty signifier. Et il faut étudier, pour moi, par quels critères, par quelles pratiques se définit et se constitue
une ou plusieurs formes de l'excellence, ici appliquées à la question de la recherche. Et donc, c'est d'abord cette notion d'excellence, pour moi, un objet de recherche, en tout cas dans le cadre de ma thèse, d'un point de vue de sociologue ou de sciences politiques. Et donc, l'excellence, elle ne sera pas définie en fait, de la même manière selon qu'on se positionne comme un chercheur en sciences sociales, un postdoc en microbiologie, un ingénieur, la rectrice d'université ou un ministre en charge de, je ne sais pas moi, la recherche et l'innovation. Et pareillement, selon la région, selon l'époque, la notion d'excellence se traduit différemment. Et donc, ce qui était frappant dans mon travail, c'était qu'en Flandre, c'est principalement des critères quantifiés et comparatifs qui déterminent ce qui est entendu par la notion d'excellence. Et c'est quelque chose qui a aussi percolé par ailleurs ici, mais de manière un peu moins radicale qu'en Flandre. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais en gros, ce qui détermine le nombre l'excellence, c'est le nombre de publications dans un journal au facteur d'impact, le nombre de citations, ce genre de choses-là. Mais si on regarde à un autre endroit, par exemple dans une commission scientifique du FNRS ou dans un comité de lecture d'une revue, on ne va pas nécessairement percevoir ou définir l'excellence de la même manière. On va plutôt essayer d'identifier l'originalité d'une recherche par rapport à un champ disciplinaire, la qualité argumentative, les résultats qui sont anticipés ou que sais-je. Alors, il y a peut-être un élément qui ressort systématiquement dans cette notion d'excellence, qui va être définie de manière très différente d'une situation à l'autre, mais il y a peut-être un élément qui est transversal, c'est qu'en général, le qualificatif d'excellent, il va toujours être relatif, ça va toujours être dans un cadre de comparaison avec, derrière cette notion d'excellence, il y a quand même l'idée d'être meilleur que d'autres selon une série de critères qui restent indéfinis. Voilà, c'est ma première réponse. Je suis tout à fait d'accord avec Nathan. Je pense que je vais pas forcément rentrer autant dans les détails, mais très clairement, la notion d'excellence, c'est une notion complètement comparative, mais elle dépend très clairement de l'endroit où on se positionne. Et c'est vrai que tu parles de la Flandre, mais en fait, en France aussi, il y a beaucoup de notions, du nombre de publications, de l'impact factor. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, par exemple, on va chercher en France à recruter des stars, donc d'avoir beaucoup de budget pour recruter des chercheurs internationaux pour venir en France, parce qu'eux seraient beaucoup plus excellents que le vivier local, alors qu'on a des milliers en fait, de chercheurs et de chercheuses qui sont experts de ces domaines-là, mais ils ne seraient pas assez excellents. Mais voilà, quelle est cette définition de l'excellence? Est-ce que c'est forcément le nombre de publications qui, de fait, serait a priori lié forcément, du moins en partie, à l'âge de la personne, parce que plus on va dans l'âge, plus on a de l'expérience, plus on va avoir des publications. Et donc, les jeunes chercheurs, où est-ce qu'ils se situent là s'ils ne peuvent pas être considérés comme excellents, s'ils n'ont pas assez de publications? Donc, il y a vraiment cette notion qui est assez floue. Après, la notion, bien sûr, d'originalité d'un projet est très intéressante aussi, mais elle est plus difficile à quantifier. Et donc, je pense que la notion d'excellence est dévoyée dans le sens où on va à la facilité, parce que à partir du moment où il y a peu de budget, il y a peu de financement, il faut faire un choix, il faut arriver à départager des gens, et une façon très simple, beaucoup trop simple en fait, trop simpliste, c'est de faire ça avec des critères un peu bateaux comme le nombre de publis, les impact factors. Mais en fait, on utilise le terme d'excellence tout simplement pour cacher le fait qu'on ne sait pas vraiment très clairement comment départager des gens. On crée des critères qui sont plutôt faux, en fait, mais tout simplement parce qu'ils sont faciles. Et le problème de cette notion d'excellence, c'est que ensuite, comme je l'ai pu le montrer aussi dans l'enquête que j'ai menée, c'est que ça met de côté complètement l'aspect vie personnelle. C'est-à-dire l'excellence, c'est pas que des chiffres, en fait, c'est pourquoi on ne prendrait pas aussi en compte le fait d'être heureux dans son travail. On peut montrer, il y a des études qui montrent clairement que des employés, alors on est plus dans le privé bien sûr, mais en fait ce sont des choses qu'on peut aussi montrer qui pourraient aussi être traduites dans le public, dans la recherche, qui est à partir du moment où tu laisses plus de liberté à des employés, où tu as un travail qui est plus heureux, tu peux aussi avoir
une liberté intellectuelle, tu peux avoir plus de temps pour te poser et réellement réfléchir à un projet, être innovant. Le problème, par exemple, je me suis focalisée moi, sur les jeunes chercheurs, mais quand des jeunes chercheurs vous disent « je suis complètement exploité », c'est-à-dire que je dois travailler tous les jours, tous les week-ends, je n'ai pas de temps à moi, tout simplement, ne serait-ce que pour faire de la bibliographie, pour penser à quelque chose qui est innovant et qui va sortir des sentiers battus. Là, on a un problème de discours qui est vraiment qui est opposé. On veut de l'excellence, de l'innovation, mais en même temps, on ne laisse pas le temps aux gens de vraiment réfléchir à cette innovation et surtout, on a tendance à faire des financements sur les sujets qui sont considérés comme sexy et donc qui fait que, en fin de compte, les personnes ne vont pas nécessairement oser aller vers des sujets qui sont originaux parce que tout simplement, si c'est peut-être un peu trop original, on va juste pas avoir de financement. Donc, on a une vraie opposition entre le financement, la notion d'innovation et la notion d'excellence qui reste un peu dans les sentiers battus parce que c'est simple. Et je pense que c'est très clair. Et je suis très, très contente encore une fois d'être ici pour en discuter parce que c'est un des sujets majeurs en fait, de la recherche. Merci déjà de votre invitation. Effectivement, je pense que cette table ronde va permettre de soulever beaucoup de sujets qui nous touchent tous personnellement. Alors moi, pour compléter un petit peu ce qu'ont dit mes collègues, moi, j'ai pas travaillé effectivement autant que Nathan vraiment sur l'excellence en tant que telle, mais en fait, j'ai un peu fait la même démarche autour moi, de la notion, on en reparlera, mais d'éducation entrepreneuriat, d'entreprendre, où je suis partie aussi j'ai fait un peu la socio-jeunesse de ce genre de termes, la manière dont ils ont circulé, quelles sont les raisons qui ont amené à introduire ce genre de termes et pour comprendre du coup les usages qui peuvent en être faits. Et c'est un peu la démarche qu'il faut faire pour l'excellence et je pense qu'a fait Nathan dans son ouvrage. Donc juste moi j'aurais 2-3 remarques juste pour compléter ce qui a été dit, mais en tout cas je pense qu'effectivement l'excellence ne veut rien dire, que c'est un mot piège en plus, un petit peu comme l'autonomie, la grande loi en France sur l'autonomie des universités à la fin des années 2000, c'est depuis lors que l'autonomie, les universités ne sont plus autonomes depuis qu'elles sont autonomes, qu'on a empêché qu'on a largement limité l'autonomie scientifique, etc. Donc il y a plein de termes comme ça qui sont assez pièges. Et sur l'excellence, moi j'ai ce sentiment-là aussi parce que la journée, la table ronde, vous l'intitulez l'excellence, mais à quel prix? Donc qui laisserait penser qu'effectivement, pour atteindre l'excellence, il y a sans doute des sacrifices humains qui sont faits. Voilà. Mais en fait, pour là du coup faire suite à ce qu'Adèle a dit juste avant, à mon sens, c'est même plutôt finalement, c'est pas seulement l'excellence qui aurait un prix, mais c'est plus généralement une remise en question de la possibilité d'être excellent dans le contexte actuel. L'excellence comme impossibilité de faire encore de la recherche excellente, un peu comme l'autonomie des universités a limité l'autonomie des chercheurs, l'autonomie de l'institution. Et effectivement, pour moi, l'excellence, c'est aussi... c'est une affaire effectivement de nouveau management public. C'est l'idée que quand on a introduit cette idée d'excellence parce qu'il y a cette idée qu'il faut aujourd'hui dans tous les domaines des politiques publiques, quand il y a des financements publics, il faut une évaluation, un retour sur ce que ces financements ont permis d'obtenir. Et donc l'excellence, comme pour compléter ce qui a été dit, c'est une manière de, on ne sait pas comment effectivement évaluer ce qu'a rapporté 1 euro investi dans la recherche. Donc c'est une manière de dire il faut d'introduire des critères quantitatifs pour essayer d'évaluer ce que coûte l'investissement dans la recherche. Et effectivement, c'est pas, étant donné que c'est très compliqué d'évaluer, se sont développés depuis une vingtaine d'années des critères quantitatifs dont on sait, on est pas mal à trouver qui sont relativement absurdes et on va avoir le temps d'en reparler, mais qui, à mon sens, vont même dégrader la possibilité de faire de la recherche originale, intéressante, etc. Donc, c'est un peu l'excellence contre l'excellence, à mon sens. Alors, en un bout de table, on a déjà touché pas mal de sujets importants qui sont liés, je pense. Et donc, tu viens de terminer sur le quantitatif. Justement, j'avais une question par rapport à ça. Le groupe Intersection avait une question par rapport aux évaluations scientifiques. Donc, du quantitatif vers, on voit qu'il y a une revalorisation, en tout cas certains efforts qui tentent à revaloriser les évaluations du quantitatif vers le qualitatif et de la valorisation de publications dans des revues prestigieuses ou à haut facteur d'impact vers plutôt l'open access. Donc, ce serait la direction qu'on prendrait. Mais alors, j'en reviens aux jeunes chercheurs et chercheuses qui semblent donc être, dans ce cas-là, considérés comme des contributeurs quand ils se plient donc, au système quantitatif. On leur dit parfois de publier beaucoup parce que sinon, ils vont se retrouver au chômage par la suite, ou même dans des revues prestigieuses. Ou alors comme des acteurs donc, du changement
quand ils décident de favoriser la qualité ou l'open access dans ce cas-là. Mais au risque donc de ne pas avoir le CV suffisant pour obtenir un poste, du moins dans l'académique par la suite. Et alors, dans les deux cas, on les retrouve comme des victimes. Avez-vous donc des pistes peut-être alternatives ou éthiques de sortie qui pourraient être plus favorables aux jeunes chercheuses, chercheurs, comme peut-être une liste, dont Nathan, tu en parles dans ton ouvrage aussi, de principes inspirés par le Leiden Manifesto 2017 qu'ils ont instauré à l'Université de Gand, par exemple? Alors moi, ce n'est pas le sujet sur lesquels j'ai non plus directement le plus travaillé, hein, mais je peux faire quelques remarques malgré tout. Alors, il y a tellement de choses à dire, mais je ne sais pas si… comment dire, ce qui pose problème, effectivement, c'est le fait de devoir toujours, l'idée publish or perish, devoir toujours publier plus pour, effectivement, ça touche tous les chercheurs, hein, jeunes et moins jeunes, de publier plus. Et ça, du coup, c'est un peu la suite de ce que je disais juste avant. Pour moi, ça a un effet aussi, effectivement, de dégradation de la qualité de la recherche, hein, on le sait tous, c'est-à-dire que la moindre idée doit être découpée en plus d'articles, articles de plus en plus courts d'ailleurs. Enfin, en tout cas, dans les revues françaises, il y a vraiment une tendance dans les revues de sciences sociales, en tout cas en France. Je crois que c'est moins le cas dans d'autres… je crois que dans l'espace anglophone, on a des articles de plus en plus courts, donc c'est toujours plus d'articles, plus courts. Je pense quand même de moins bonne qualité parce qu'il faut découper sans cesse la moindre idée en multiples articles. Et puis avec effectivement pour les jeunes une incitation à publier déjà, je ne sais pas si c'est pareil ici, mais dès qu'on est en thèse, à publier un maximum. Et du coup, des gens, j'en parlais récemment avec des doctorants, on a à peine commencé l'enquête qu'il faudrait déjà qu'ils aient publié. Enfin, donc on va leur publier avant d'avoir fait de la recherche. Ça va être… donc il y a une espèce de course en avant et pour moi, c'est pas forcément de beaucoup publier qui est un problème. Enfin, c'est de publier, ça fait partie du travail de jeunes et moins jeunes chercheurs, mais ce qui devient un peu dément, c'est cette idée de publier plus qu'on peut le faire. Donc, c'est ça qui pose problème. Et quand on voit effectivement des scientifiques très connus d'époques antérieures, certains ont publié 1 ou 2 articles ou 1 ou 2 livres qu'on va lire et relire 100 ans après, mais ils n'ont pas publié le nombre d'articles qu'on publie aujourd'hui et qui sombreront peut-être plus dans l'oubli, quoi. Donc, il y a cette dimension-là qui est à souligner. Il y a aussi effectivement cette question, moi je ferai une autre remarque sur la question de plaquer aussi des pratiques qui sont développées notamment dans le domaine des sciences dites dures ou dans certains univers disciplinaires qui sont après transférés dans les sciences humaines et sociales et qui ne correspondent pas forcément, notamment avec cette idée de la domination des articles, c'est-à-dire j'ai publié des articles toujours plus courts, mais en tout cas publier aussi des articles. Et donc, ce qui va être beaucoup moins reconnu, c'est par exemple le fait de publier des ouvrages, qui reste pourtant quelque chose, il me semble, d'important, parce que parfois un article, c'est très bien quand on a une idée courte, mais parfois il faut un ouvrage pour dire ce qu'on a à dire, et puis des choses qui sont encore valorisées dans le domaine des sciences humaines et sociales. Mais c'est vrai que moi, je suis en sociologie, mais j'enseigne dans un département d'économie. Les économistes sont déjà complètement encore en sociologie. Voilà, les livres, le fait qu'on soit là le prouve, sont encore en certains retentissements. Il y a encore une valeur à publier un ouvrage. Mais voilà, les économistes, un ouvrage, c'est même pas sur un CV. Enfin, c'est complètement à part quelques hétérodoxes. Mais donc voilà, il y a aussi ce genre de problématique-là. C'est publier, mais voilà, publier quoi? Et ça pose des vraies questions. Et c'est peut-être là, alors j'ai des questions d'open access. Enfin, j'ai pas du tout vraiment, je connais pas bien le sujet, mais je vois le type d'opportunité que ça ouvrirait pour publier des choses sous des formats moins contraints et peut-être des espaces pour du coup faire des choses de meilleure qualité que les choses ultra contraignantes qu'on nous oblige à faire, quoi. Alors, le quantitatif, donc moi je fais une enquête sur tous les jeunes chercheurs, je suis issue des sciences dures, en neurobiologie en l'occurrence. Ce qui était assez intéressant dans l'enquête, ce qui est ressorti, c'est que cette notion justement de quantitatif, de toujours plus, c'est que c'est intimement lié aux conditions de travail. En particulier en sciences expérimentales, on doit par exemple être présent très souvent au laboratoire pour faire des expériences. Et en fin de compte, on se retrouve avec des jeunes chercheurs qui sont poussés à travailler toujours plus, sans pouvoir prendre de congés, ou en tout cas en ayant leurs congés qui sont vivement critiqués, parce qu'un des problèmes, ça c'est assez intéressant, on peut peut-être voir avec les sciences humaines, mais la carrière d'un directeur, d'une directrice de thèse, elle est quand même dépendante, en tout cas en sciences dures, du nombre de publications d'articles. Et donc, quelque part, ces personnes doivent pousser leurs doctorants, doctorantes, parce que c'est aussi une façon de faire évoluer leur propre carrière pour avoir peut-être un poste de professeur
professeurs par la suite. Donc, c'est vraiment complètement intimement lié et c'est lié aussi au respect du droit du travail et à quel point le droit du travail est aussi appliqué à l'université, à quel point le prétexte du nombre d'articles à publier excuse le non-respect du droit au travail, le non-respect du repos, par exemple. Ça, c'est une vraie question, parce que c'est vrai qu'on va opposer à ce droit-là, un droit à la déconnexion tout simplement, eh bien, le fait que la recherche est une compétition et si on veut être en haut du classement de Shanghai, eh bien, il faut arrêter de compter ses heures. Et presque, on en vient justement à cause de ça, et ça c'est assez intéressant, à considérer que notre valeur en tant que scientifique, en tant que personne, va être directement corrélée à l'effort et à la souffrance presque qu'on va mettre dans la recherche. Et donc, il y a un vrai glissement entre faire de la recherche pour trouver quelque chose d'intéressant, en tout cas pour réfléchir en tout cas à des sujets qui sont majeurs pour notre société. Hein. Et on va glisser vers quelque chose qui va être, on fait de la recherche pour faire de la recherche, pour publier. Et quelque part, est-ce qu'on est vraiment intéressé par ce qu'on publie? Vraiment, c'est une vraie question. Est-ce qu'on est vraiment intéressé par ce qu'on publie ou est-ce que finalement, on n'en vient pas malheureusement à publier juste pour publier, pour garder un poste, pour garder un prestige? Tout simplement faire du quantitatif pour avoir une image complètement artificielle avec un classement de Shanghai complètement artificiel. Donc ça, je pense, ce sont des sujets aussi qu'il faut porter. C'est peut-être différent en sciences humaines, donc je pense que ça peut, voilà, je pense que ça vaut le coup aussi qu'on échange là-dessus. Mais par exemple, sur l'open access, peut-être je peux parler là-dessus. Donc évidemment, la science libre, la connaissance libre est majeure quand on voit qu'il faut payer 200-300 € pour soumettre un article. Ensuite, les éditeurs, bon, ils font leur truc d'éditeur. Les reviewers ne sont pas payés pour reviewer. Et ensuite, quand votre article est publié, si vous voulez le lire, il va falloir payer. Donc, en fait, cette notion-là, actuellement, de publication scientifique est un non-sens total. C'est un non-sens total. Et même, je sais que c'est extrême, mais à quel point ce n'est pas une forme de détournement de fonds publics officialisés? À quel moment on accepte que tous les fonds qu'on alloue à la recherche, au lieu que ça passe dans des contrats de travail, dans des financements dans la recherche, ça passe pour payer des éditeurs privés pour publier des articles, juste en fait on va payer leur hébergement internet en fait, c'est à peu près tout maintenant que bon, il y a des publications mais c'est plus vraiment papier maintenant. Donc où passe cet argent? Est-ce que c'est pas une façon officielle, légale de détourner des fonds publics? Je pense que c'est une notion très très importante et quand on voit des grands journaux qui décident de donner la possibilité de faire de l'open access, donc c'est génial, sauf que pour avoir ça, il faut payer 10 000 $. Mais c'est quoi en fait? Donc en fin de compte, on se retrouve avec des universités, c'est que les universités les plus riches qui vont pouvoir faire de l'open access, donc ce sont celles qui vont être le plus citées, c'est celles qui vont avoir encore plus d'argent, donc on se retrouve dans les mêmes logiques, sauf que dessus on fait une espèce de vernis, une espèce de greenwashing open access, c'est complètement, c'est débile en fait, voilà, c'est débile. Je suis tout à fait d'accord. Là, en fait, il y a une précision à avoir sur la formulation de la question. Pour moi, la notion de haut facteur d'impact, prestige des revues, etc., ne s'oppose pas du tout à l'open access tel qu'il est pratiqué pour le moment. En tout cas, dans le système, dans toute l'écologie de la publication, avec, en fait, il n'y a pas beaucoup de très grands acteurs. Il y a quelques grosses plateformes qui chapeautent des revues, Elsevier et des trucs comme ça, qui se font un fric incroyable. Et effectivement, les éditeurs ont changé leur manière de travailler ces dernières années. Et maintenant, si on regarde du côté des sciences santé publique, sciences biomédicales, etc., presque plus personne ne publie en n'étant pas en open access. Donc, ce qui se passe, c'est que plutôt que de payer la revue pour accéder à l'article, on va payer en tant qu'auteur anticipativement, enfin, on va payer des frais de publication qui peuvent effectivement s'élever, c'est des milliers d'euros, parfois plus de 10 000 dans les revues les plus prestigieuses. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité ou d'opposition entre, d'une part, le prestige et d'autre part, l'open access. À moins que vous aviez peut-être une autre définition de l'open access derrière, ça je ne sais pas exactement. Mais alors, du coup, pour répondre à la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire,
en termes d'évaluation, moi, je trouve que c'est vraiment important d'essayer de diversifier les critères d'évaluation de la recherche et des chercheurs et de toujours faire très attention à la signification des indicateurs qui sont utilisés. Donc, qu'est-ce qu'ils mesurent vraiment, comment est-ce qu'ils sont produits, d'où viennent les données, comment est-ce qu'elles sont agrégées, etc. Parce que ça va évidemment avoir un impact sur qu'est-ce qui se passe ensuite. Et donc, il y a un indice bibliométrique qui est beaucoup utilisé, dont on parle beaucoup, c'est le H-index, qui a été créé il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Et l'idée, simplement, c'est que moi, par exemple, j'ai un H-index de 4 parce que j'ai au moins 4 publications qui ont été citées 4 fois. C'est aussi con que ça. C'est vraiment bête, quoi. Enfin, après, il y a des formules mathématiques et il faut aller trouver, OK, qu'est-ce que c'est une publication, qu'est-ce que c'est une citation. Il y a tout un développement de bases de données, etc., qui est extrêmement complexe derrière pour pouvoir produire ce type d'indicateur. Mais ce que l'indicateur signifie derrière, pris pour lui-même, c'est que si on publie en fait des articles qui seront un peu plus polémiques, ou bien des articles qui seront plus à vocation un petit peu méthodologique, ou des articles du type revue de la littérature, on a beaucoup plus de chances d'être cité de manière quantitativement plus cité que si on publie des résultats d'une recherche avec une question très pointue, etc. Est-ce que ça dit quelque chose sur la qualité intrinsèque de la recherche qui a été menée? Pas du tout. Ça dit juste sa capacité à faire l'objet de référencement, mais c'est tout en fait. Et c'est pas du tout comparable, évidemment, non plus, de travailler sur un domaine assez pointu, où il n'y a pas nécessairement beaucoup de revues, beaucoup de chercheurs, et qui donc, naturellement, ne sera pas nécessairement beaucoup cité. En fait, c'est dans une petite communauté qui aura peut-être des citations, ou de travailler dans des trucs où on peut publier dans des revues qui sont extrêmement lues, comme, je sais pas moi, Nature, et puis qu'on est sur des domaines qui sont un peu interdisciplinaires, un peu sexy, et là, évidemment, on va aller collecter un nombre de citations qui est beaucoup plus important. Donc, le H-index, par exemple, qui est quand même beaucoup utilisé, il ne veut pas dire grand-chose. Et donc, dans ce sens-là, le Leiden Manifesto, c'est une initiative intéressante, puisqu'il appelle de manière assez simple à utiliser les indicateurs bibliométriques pour ce qu'ils sont, avec précaution, en faisant attention à avoir un cadre évaluatif qui ne se limite pas à simplement comparer des indicateurs bibliométriques entre eux pour faire sortir qui est le top et qui est le moins bon. Moi, ce qui me semble vraiment important, c'est de reconnaître en fait dans la manière d'évaluer le travail la diversité des contributions qui sont possibles en matière de travail académique, de travail scientifique. Et donc, par exemple, organiser une exposition, s'investir à fond dans un cours et dans l'encadrement de mémoire, vulgariser des connaissances, s'impliquer dans une recherche appliquée très concrète, mais sur un objet très petit qui intéresse, je ne sais pas moi, une problématique spécifique. C'est aussi des formes de production et de diffusion des connaissances scientifiques qui demandent du soin, qui demandent du temps pour être bien fait, mais qui sont pour le moment pas ou très peu valorisées dans les modalités actuelles d'évaluation de la recherche. Et donc, il faut faire attention à développer quelque chose, un système d'évaluation et d'attribution des financements qui a une attention pour la diversité des pratiques, avoir une écologie de la recherche un petit peu plus diversifiée, je trouve. Voilà. Pour en revenir donc brièvement, c'est vrai que l'open access, on le voyait un peu comme Adèle a dit aussi, c'est-à-dire que dans certaines revues, elles le font, mais il faut payer énormément. Donc on atteint peut-être une ligne de CV, on va dire, dans ces revues-là qui ont un impact peut-être plus considérable. Pour au final, on pourrait publier ailleurs et gratuitement et essayer d'avoir la même qualité. Alors, pour rester donc dans ce sujet de l'idéologie productiviste, qu'on sent qu'elle envahit les exigences en matière de recherche, on pourra citer le terme utilisé par Baptiste donc dans le livre d'Adèle, par exemple, il parle de bureau-prison, qui montre bien que la distinction entre vie privée et vie professionnelle est de plus en plus floue. Donc, on normalise le travail le week-end et on sanctionne le temps pour soi. On préférera peut-être l'autre extrême qu'Adèle citait aussi à travers les mots de Paul Nurse, qui est prix Nobel en médecine. Si vous voulez vraiment être bon, vous ne devez pas travailler trop dur. Alors, comment cette influence productiviste est-elle arrivée jusqu'à l'université?
et comment pourrait-elle être contrée sans mettre en danger les carrières des chercheurs et chercheuses? Allez, alors moi, d'un point de vue de l'histoire, je pense que je vais peut-être laisser Nathan, Olivia sur comment c'est arrivé, plus sur le comment contrer. On voit que voilà, on est l'alpha et l'oméga de la recherche, c'est la publication, la publication. En tout cas, actuellement, ça ne devrait pas être le cas, bien évidemment, mais là, c'est ce qu'on observe. Moi, je pense qu'il serait intéressant, c'est de remettre en fait au centre l'humain dans la recherche. On l'a un peu oublié. Pas une version naïve. Enfin voilà, on n'est pas là pour opposer la qualité de la recherche avec ces flemmards de personnes qui veulent prendre des congés. Non, c'est pas ça en fait, hein, bien sûr. Mais c'est dire que on ne va pas passer nos 40 prochaines années à travailler dans la recherche et en s'en plaindre. C'est une vision extrêmement pessimiste, d'être triste tous les jours, en fait, pour aller au boulot, en se disant que c'est la croix et la bannière. Enfin, moi, je souhaite ça à personne et personne ne devrait vouloir vivre comme ça. En tout cas, avoir cet avenir, cette vision de l'avenir est extrêmement triste. Alors, du coup, la question, c'est comment faire de la recherche, à la fois une recherche de qualité, hein, mais aussi une recherche heureuse. Et en ce sens, je pense que en parallèle, par exemple, des classements de Shanghai, on peut avoir une autre échelle, un autre classement qui pourrait être lié à la qualité de vie au travail. Dans certaines universités, on pourrait imaginer justement ça. Et en fin de compte, pour des personnes qui veulent postuler dans une université, dans une équipe, observer les différents classements. Est-ce que moi, je veux absolument une université qui est classée première au classement de Shanghai, mais en fait qui a 0,5 en qualité de vie au travail, parce qu'en fait, pour arriver à ce classement-là, eh c'est juste qu'on n'a pas de vie. Donc, les femmes, faites adieu à la maternité, vous dites adieu à la maternité. Si vous êtes malade, je suis désolée, mais les congés maladie, il va falloir les écourter parce que quand même, il faut venir au labo. Voilà, il y a cette notion-là. Et à l'inverse, est-ce qu'on ne va pas préférer à une université qui est classée, je sais pas, au milieu, peut-être même la deuxième portion, ou qui n'est pas classée du tout dans le classement de Shanghai, mais qui a une qualité de vie au travail, dans la recherche, qui est beaucoup plus acceptable, qui respecte en fait les rythmes de vie de chacun, encore une fois, sans que ce soit synonyme de mauvaise qualité, parce qu'on a trop tendance à opposer pas assez de quantité et finalement une notion de fainéantise qui est complètement fausse. Quand justement, quand des personnes que j'ai pu interviewer avaient cette impression qu'à peine elles posaient un jour de congé, à peine elles voulaient prendre un repos, ça leur était reproché au prétexte qu'elles ne respectaient pas la science. C'est un problème parce que là, on dissocie en fait le travail de l'humain. Mais c'est l'humain qui fait la recherche. C'est nous, c'est les êtres humains qui font la recherche. Donc, pour moi, une façon de contrer ça, c'est de remettre l'humain comme ça devrait être au centre de la recherche parce que ce sont des êtres humains qui font la recherche. Sur les aspects historiques de cette dimension un peu productiviste, je pense qu'il y a eu un tournant à partir des années 80 avec l'émergence du néolibéralisme et la diffusion de ces idées en Europe, aux États-Unis, etc. Et où il y a eu des acteurs comme l'OCDE, donc des organisations internationales qui ont un travail un petit peu de traduction d'idées économiques dans le contexte politique, etc., qui ont mis en avant le rôle de la recherche scientifique dans l'innovation technologique. Et je crois qu'on a vraiment vu à partir de ce moment-là une forme d'instrumentalisation un petit peu différente de la science au profit de l'économie. Ça ne veut pas dire que par ailleurs, préalablement à cette période, la science était complètement libre, pure et détachée de tout intérêt. Hein. Enfin, je veux dire, il y a toujours eu des dynamiques où la recherche contribuait à l'émergence de marchés économiques. Enfin, je veux dire, sur le domaine de la chimie ou de la pharmacie, c'est bien documenté. La recherche avec des intérêts stratégiques nationaux, par exemple la recherche autour du nucléaire, bon, c'était aussi de la recherche qui était très instrumentalisée. Mais à partir des années 80, 90, etc., c'est cette idée en fait d'économie de la connaissance qui s'est répandue autour aussi de l'idée de développer des politiques de l'offre, de favoriser plus l'entrepreneuriat, etc. Et donc, ça se traduit à la fois par des financements qui vont plus cibler de la recherche appliquée, des partenariats avec des entreprises, et puis par tout un nouveau régime de gestion des brevets, donc de la propriété intellectuelle,
des licences à partir de cette brevet qui deviennent des vraies sources de profit et qu'on va encourager. On va créer des spin-offs, des choses comme ça. Et donc, il y a une orientation productiviste de ce côté-là, dans les liens qu'on fait entre recherche et marché économique, en gros, même si ça a plutôt tendance à toucher les sciences naturelles, les sciences biomédicales, les sciences appliquées, que peut-être les sciences humaines de manière frontale. Mais alors, un mouvement qui se passe en parallèle, et je ne saurais pas dire s'il est indépendant, dépendant, etc., mais il se passe plus ou moins au même moment, c'est qu'il y a le développement de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes pour étudier la recherche en tant qu'objet. Et en fait, c'est l'émergence de tous les outils statistiques de la bibliométrie, donc la création de ces bases de données et de méthodes vraiment statistiques pour essayer de calculer, de compiler, de comparer des institutions, des chercheurs, des revues, des journaux, etc. Ces outils, l'émergence de ces outils méthodologiques, ils ont vraiment eu un effet majeur parce qu'en fait, ça permet de saisir l'objet recherche et de l'organiser de manière tout à fait différente à si on n'a pas ces données chiffrées. De nouveau, c'est quelque chose qui est très frappant du côté flamand, où on a vraiment des modalités de financement des institutions qui dépendent de cette comparaison de la productivité en termes quantifiés, quoi. Cette comparaison, elle ne peut pas exister sans les outils de la bibliométrie. Donc, c'est vraiment des nouveaux outils qui donnent prise et qui permettent de gouverner différemment. Et donc, ça a plein d'effets pervers, hein, dont on a déjà parlé, le fait de faire des mini-publications. Ça va jusqu'à des cas de fraude scientifique, évidemment, aussi, où on manipule un peu des résultats, parce qu'évidemment, le journal des expérimentations ratées, il est moins prestigieux que... je crois qu'il en existe, hein, par ailleurs, mais il est moins prestigieux. Enfin, c'est toujours moins top d'avoir une thèse à article où les 4 articles, en fait, c'est des articles d'expérimentation ratés. Donc, on va aussi avoir des agendas de recherche où on prend moins de risques, etc. Moi, je crois que une orientation qu'on peut donner en plus de ce que Adèle a déjà pointé, c'est une réflexion qui est en germe et sur laquelle je n'ai pas eu l'occasion de travailler beaucoup, mais c'est la notion de soin, de care, en fait, et de la manière dont on investit nos objets et dont on essaie de produire des connaissances avec soin, avec attention pour ce qu'on va générer, la qualité de ce qu'on va faire, et qui a tendance à s'opposer à une gestion qui serait purement productive. Voilà, ça c'est plutôt une piste, une piste de réflexion. Donc, moi, pour compléter un petit peu tout ça, il y a derrière cette idée d'idéologie productiviste, il y a plusieurs sujets. Déjà, ça ne concerne pas du tout on l'a déjà un petit peu vu en comparant l'univers des sciences humaines et sociales, l'univers des sciences dures, mais ce n'est pas du tout la même chose, je pense, selon les univers. Ce n'est pas la même chose selon les statuts, si on est post-doctorant, doctorant, titulaire. Mais du coup, on pourrait du coup décliner ça de plein de manières, mais peut-être 2 petites choses. La première, déjà, c'est peut-être pour donner un contre-point, montrer un peu autre chose que ce que tu as décrit, qui a, je pense, à voir avec l'expérience de doctorant en sciences dures. Là, plutôt l'expérience qu'il y avait quand on est titulaire en sciences humaines et sociales. En fait, notre rêve, c'est de faire de la recherche. C'est plutôt l'empêchement de faire de la recherche parce que c'est différent. La recherche, on peut la faire. Voilà, on n'est pas dépendant du laboratoire, de l'équipe. On peut faire ça comme on veut, quand on veut. Et ce qui nous épuise, ce que mes collègues autour de moi, là, je parle donc plutôt de titulaires, mais ça peut être aussi le cas pour les post-doctorants. Ce qui nous épuise, même déjà dès le doctorat, en fait, parce que dès le doctorat, on nous demande de plus en plus, voilà, dès qu'on commence une thèse, il faut déjà avoir fait des cours, il faut déjà avoir publié avant de faire son enquête, Donc, moi, ce qui nous épuise, c'est aussi c'est l'impossibilité de travailler, finalement, la surcharge de tâches annexes, la surcharge de tâches administratives, notamment quand on est titulaire. Le fait que c'est une question après là-dessus, que tout ça devient dément, aussi ce qui concerne plus directement la recherche, c'est la recherche perpétuelle de financement, le montage d'espèces de projets complètement fous qui ont peu de chances d'aboutir, etc. Et l'impossibilité, voilà, à faire vraiment ce qu'on veut faire. Et je pense que c'est ça, des gens qui sont en burn-out autour de moi, c'est beaucoup lié à ça, en fait, et pas forcément au fait qu'on a parfois des gens qui seraient prêts à travailler, à faire énormément de recherche. Donc voilà, il y a cette question-là.
Et puis après, l'autre remarque que je voulais faire, qui est peut-être aussi avec un peu de comment contrer, qu'est-ce qu'on peut faire. Enfin, moi, je pense aussi, l'important justement, évidemment, d'avoir un plus grand nombre de postes, parce que ce qui épuise les gens aussi, c'est la diminution du nombre de postes permanents, parce qu'il faut faire toujours, ça c'est vrai aussi beaucoup pour les personnes administratives des universités, pour les enseignants, faire toujours plus avec moins de personnes, quoi. Donc ça épuise aussi. Mais après, plus généralement, voilà, je pense que c'est important d'avoir des postes et des postes de titulaires. Et aujourd'hui, le mouvement qu'on a clairement en France et je pense ailleurs, c'est d'avoir on a une baisse des postes de titulaires et de plus en plus de postes de chercheurs contractuels sur des projets, etc. Et avec l'idée, ça va avec l'idéologie néolibérale, etc. Mais l'idée d'essorer les gens, de les faire travailler un maximum sur des contrats, de sortir de l'idée de fonctionnaires, de titulaires fonctionnaires. Et ça, je pense que c'est très compliqué parce que le fait d'être fonctionnariat, le fait d'avoir un emploi assuré, le fait d'avoir des financements récurrents aussi, ce qui était plus le cas par rapport au financement toujours sur le projet, permettait déjà d'une première chose d'avoir, il me semble, une tranquillité d'esprit pour faire de la bonne recherche, qu'on a un petit peu dit tout à l'heure. Je pense que faut être innovant, il faut aussi une forme de tranquillité d'esprit, de ne pas être précaire, de voir ou chercher des financements en permanence. Et puis, il me semble qu'il y avait autre chose qui était intéressant, sur l'idée un peu de cycle de vie aussi, d'avoir une forme de liberté. Alors, c'est sûrement encore un peu différent de ce que tu disais en sciences dures, avec le côté tout le monde est plus peut-être interdépendant, une pression du chef, etc. Mais en sciences humaines et sociales, ou même si on travaille en équipe, je pense qu'on est peut-être plus indépendant dans ce qu'on peut faire, etc. Il me semble que c'est important, c'est aussi de cycle de vie. C'est-à-dire qu'à certains moments, moi, à un moment, personnellement, j'ai énormément travaillé, mais parce que ça me plaisait. J'avais peut-être un entremêlement week-end, semaine, mais que je vivais très bien parce que je pense qu'on ne fait pas aussi de la recherche pour moi non plus comme n'importe quel job. Il y a un côté aussi, voilà. Mais à un moment, aujourd'hui, j'ai un enfant, c'est sûr que c'est plus du tout pareil et j'ai plus du tout la possibilité de travailler comme je travaillais avant et c'est plus gérable. Mais peut-être qu'à un moment, j'aurais envie à un autre moment. Et il me semble qu'il y a aussi l'idée de cycle de vie. On pourra à certaines périodes être libre mais sans justement une pression qui oblige, pouvoir s'investir à certains moments, moins à d'autres. Et il me semble que la recherche, c'est aussi, il y a peut-être quelque chose qui pourrait faire penser à d'autres carrières, je sais pas, artistiques ou autres, mais il y a aussi des moments où on peut être très inspiré, avoir des choses très importantes à dire et travailler beaucoup. Puis d'autres périodes, on va plus investir, justement, si on est enseignant-chercheur, un peu plus l'enseignement, parce que là, on est moins, je sais pas, on n'est pas dans des projets incroyables, on a moins de temps libre. Et je pense que cette tranquillité d'esprit permet aussi de réfléchir en fait à long terme, pas forcément d'être toujours dans produire des choses, mais faire en fonction aussi et sans sacrifier, du coup, ce que tu disais, sans sacrifier des moments de sa vie, la possibilité d'avoir des enfants ou un moment d'être un peu moins productif à certains moments. Mais effectivement, quand on voit la LRU en France qui avait déjà introduit ça, mais c'était encore qu'à moitié. Mais là, la nouvelle loi de programmation de la recherche va nous faire aller encore plus là-dedans, où les chercheurs moins publiants, moins productifs, on leur demande d'enseigner plus. Donc déjà, c'est la manière de voir l'enseignement, c'est-à-dire les mauvais chercheurs, il faut qu'ils enseignent plus. Alors, c'est un peu méprisant pour les étudiants. Et puis, l'idée que l'enseignement, c'est une punition, c'est ce qu'on fait quand on n'est pas assez productif. Et puis, en plus, le fait que ça crée complètement deux catégories d'enseignants-chercheurs. Ceux qui, si on nous met si ceux qui publient moins ont encore plus d'enseignements à faire, il n'y a plus aucune chance qu'ils publient, là, pour le coup, jamais de leur vie. Et voilà, on a deux catégories complètement distinctes. Donc, je pense qu'on va aller encore plus vers ça. En tout cas, dans ce que la nouvelle loi de programmation de la recherche, là, chez nous, qui a été promulguée récemment, on a des décrets là, qui sortent petit à petit. On découvre petit à petit tout ce qu'il va y avoir derrière et cette idée de modulation de service, comme on appelle, avec l'idée de faire enseigner plus les gens qui ne sont pas assez productifs. C'est la tendance claire vers laquelle on va. Merci beaucoup. J'avais envie justement de ramener sur la table un truc dont on a discuté tout à l'heure, Adèle, qui était assez révélateur, je trouvais. C'était que toi qui viens du secteur privé, tu m'as dit qu'on faisait plus attention justement à l'emploi du temps, en tout cas d'une manière, on te laisse peut-être une liberté qu'on associe très rarement au secteur privé et qu'on devrait, selon toi, plus associer à notre secteur académique. Est-ce que tu pourrais peut-être revenir brièvement là-dessus avant qu'on passe? Oui, alors déjà, je ne cherche pas du tout à opposer public et privé. C'est plus que j'ai l'expérience des deux. Et donc, je trouve que c'est assez enrichissant en fait, de pouvoir dire qu'est-ce qui est dans le public pourrait servir au privé et qu'est-ce que dans le privé, on pourrait implémenter peut-être dans le public pour améliorer les choses. Et typiquement, moi, quelque chose que j'ai découvert dans le privé, je ne savais pas que c'était possible, c'était de récupérer les jours de repos travaillés. Un truc assez extraordinaire, oui, quand tu travailles le dimanche ou le samedi parce que tu as un gros projet, tu as le droit de demander de prendre un autre jour, genre un mercredi, tu as le droit de ne pas venir travailler. Et ça, c'était assez extraordinaire
je ne pensais pas que c'était possible, mais surtout, ce qui est vicieux, c'est qu'en fait, ça l'est déjà dans le public, normalement, c'est déjà possible, sauf qu'en fait, on ne le sait pas, et même quand on le demande, généralement, c'est difficilement accepté, ça va dépendre bien évidemment, encore une fois, de l'université, même au niveau de l'équipe, en fait, ça dépend aussi de la culture du travail qu'il y a eu. Mais cette notion-là, moi, je l'ai découvert dans le privé, c'est quelque chose qui est très intéressant, qu'on pourrait implémenter dans le public. Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, mais là, encore une fois, c'est une expérience qui est personnelle, en l'occurrence, c'est mon vécu actuel. C'est assez intéressant, moi, je suis dans le privé, donc je suis dans une entreprise. Le but, c'est qu'elle gagne de l'argent. À l'inverse, dans le public, en tout cas dans la recherche, le but ultime, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de produire de la connaissance, de chercher, mais c'est pas le premier but, c'est pas de gagner de l'argent. Et pourtant, là où je suis, on me donne la possibilité de faire du télétravail, on me laisse plus la possibilité d'adapter mes horaires parce que, en tout cas, le management, encore une fois, local, a compris que parfois, les personnes, on ne peut pas les mettre dans une boîte, il y a des façons de travailler, on ne peut pas manager une personne. Oui, j'utilise le terme manager, je sais que parfois, pour certains, c'est un gros mot. Voilà. En tout cas, on ne peut pas gérer des personnes de façon unique. On est tous plus ou moins... Alors, il y a des profils, on a tous des profils de travailleurs un peu différents, mais parfois, on a des personnes qui ont besoin, sont plus du soir, sont plus du matin, et ce n'est pas grave si elles n'arrivent pas à 8h30 au labo. L'idée derrière, c'est de laisser de la liberté. Et moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que là, par exemple, je bouge beaucoup actuellement. À partir du moment où je rends le travail qui a été demandé, les projets qui ont été demandés, bien évidemment avec un objectif atteignable, réalisable, le truc SMART là qu'on connaît, évidemment, ça marche. Et c'est assez intéressant parce que c'est une entreprise qui a pour but de gagner de l'argent qui me demande ça. Donc, on pourrait supposer que ce serait l'inverse, qu'elle chercherait plutôt à m'essorer, à faire un max de rentabilité, parce que son but, c'est ça. Mais non, il y a une certaine compréhension du fait que, finalement, peut-être qu'un employé qui est plus heureux, qui a un peu plus de liberté, va être peut-être au moins aussi productif, peut-être même plus productif, parce qu'il va travailler sans une certaine forme de contrainte. Et en tout cas, quand il y a des semaines ou des périodes qui sont très, très chargées, on sait que on va pouvoir récupérer par la suite. Le problème de ce que moi j'ai pu observer dans mon enquête dans le livre, c'est qu'on a des jeunes chercheurs qui sont ultra motivés. Tout le monde est extrêmement motivé quand on commence la recherche, avec beaucoup d'énergie. Et ce qu'on voit, c'est que cette énergie, quand elle est essorée, si on ne permet pas aux jeunes chercheurs de récupérer, tant physiquement que psychologiquement, mais ce sont des gens qui commencent à s'écrouler. Et en fin de compte, sous prétexte qu'on veut plus de rentabilité, en fait, on perd des personnes, on perd de l'innovation, on perd de la production, mais on perd aussi des personnes qui tout simplement sont éreintées. Et en fait, des personnes éreintées, malheureusement, c'est difficile d'innover quand le corps ou l'esprit ne suivent pas. Donc, je trouve que, encore une fois, le privé a beaucoup de travers. Il y a vraiment beaucoup de travers. Mais je pense que le privé peut apprendre du public, le public peut apprendre du privé. Le but, encore une fois, c'est que chacun, tout en faisant du travail de qualité, le fasse dans des conditions humaines dignes. Merci beaucoup pour cette petite parenthèse. Je reste dans le domaine des entreprises pour parler du livre d'Olivia ici, où on peut lire que l'étudiant entrepreneur, donc un autre terme qui pourrait sonner un peu paradoxal, mais est un pansement peu efficace contre le chômage, à une idéologie masquant l'inégalité des chances ou encore à une manière d'introduire certaines réformes de l'université. Pourriez-vous commenter cette proposition? Et alors l'étudiant entrepreneur, du moins du point de vue idéologique, pourrait-il devenir une généralité pour toutes les filières des universités, en sachant que le doctorant devient davantage, parfois, un gestionnaire de projet plutôt qu'un chercheur qualifié?
Donc, effectivement, pour revenir un tout petit peu, moi ce sur quoi j'ai travaillé, c'est donc une enquête qui portait effectivement sur l'introduction de ce vocabulaire, en fait, de ce champ lexical de l'entrepreneur, de l'entrepreneuriat, de l'esprit d'entreprendre, voilà, tout ce vocabulaire qui j'avais commencé à m'intéresser au début des années 2000. En fait, j'étais au départ surprise de voir ce champ lexical un peu s'inviter en fait dans le monde académique, dans le monde d'enseignement, de la recherche, avec le développement. Je pense que il me semble que c'est pareil aussi en Belgique, de ce que j'en sais un petit peu. Effectivement, ça avait pris la forme de tas de dispositifs qui étaient déployés dans les différentes filières de l'université pour sensibiliser les étudiants à l'esprit d'entreprendre. Alors, ça pouvait être des choses vraiment de sensibilisation un peu légères, comme des start-up week-ends pour faire semblant de créer une start-up, ou des rencontres avec des entrepreneurs. Ça pouvait aller vers des choses plus importantes, avec des filières entières dédiées, des licences professionnelles, des masters dédiés à l'entrepreneuriat. Donc, effectivement, moi, ce que j'avais fait, c'est un petit peu une manière j'ai reconstitué la genèse un peu de cette affaire, parce qu'à partir des années 2010, en fait, avant, c'était des choses un peu localisées, parce qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à ça dans certaines universités. Mais depuis les années 2000, c'est devenu une politique publique qui est vraiment pilotée par notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Économie, un peu dans la suite de la mise en place du régime de l'auto-entrepreneur qui favorise, je crois que ça existe aussi ici, régime de l'auto-entrepreneur qui permet, voilà, ça existe depuis 2007, à chacun d'être entrepreneur avec peu de… puis c'est une manière aussi de diffuser cette idéologie que chacun peut devenir entrepreneur. Si on est au chômage, en fait, on peut entreprendre, etc. Donc, c'est un peu dans la suite de tout ça qu'il y avait des politiques publiques qui ont essayé de développer cette idéologie de l'entrepreneuriat aussi dans le monde académique. Et effectivement, ce que tu as cité là, petit passage du livre, je disais un pansement peu efficace contre le chômage, parce que la critique, j'en faisais un petit peu, c'est au départ, mais la critique qu'en font même certains qui le promeuvent, c'est au départ, c'était beaucoup de dire finalement, les étudiants… en fait, il y avait un peu deux choses. Quand on a promu l'entrepreneuriat à l'université, il y avait un peu deux publics typiques qui étaient visés. C'est à la fois les étudiants des filières les plus prestigieuses, notamment les doctorants ou les étudiants d'école d'ingénieurs. L'idée qu'en les formant à l'entrepreneuriat, l'idée c'est qu'ils deviennent innovants, qu'ils contribuent à l'innovation. C'est aussi l'idée de les faire aller peut-être vers le secteur privé, etc. Mais il y avait aussi l'entrepreneuriat pour les étudiants, à l'inverse, considérés comme les moins employables, avec plein de guillemets, typiquement des filières de lettres et sciences humaines, des filières les moins prestigieuses, etc. Et eux, avec l'idée que c'est potentiellement des gens qui vont avoir des difficultés d'insertion professionnelle, voire de potentiels chômeurs. Et donc, l'idée plutôt de les sensibiliser au fait de devenir déjà entrepreneurs pour se prendre en main eux-mêmes et se créer leur propre activité plutôt que d'être chômeurs, quoi. Donc, c'est un peu, évidemment, c'est un continuum entre les deux, mais il y avait un peu l'entrepreneuriat excellent, entre guillemets, pour les futurs innovateurs, et puis l'entrepreneuriat pour les futurs chômeurs, quoi. En le grossissant les traits, quoi. Et ce que je montre dans l'ouvrage, c'est qu'aussi derrière ces usages, finalement, ce qui est quand même peut-être plus central derrière tout ça, c'est ces politiques, elles visent aussi, finalement, au départ, elles étaient co-portées vraiment par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de l'Économie. Donc, l'idée que c'était vraiment à la fois une politique économique et une politique académique, on peut le dire comme ça, mais que finalement, au bout d'un moment, ce qui était quand même plus important, c'est quand même plus une politique académique qu'économique, parce que finalement, l'enjeu, c'était moins quand même de se dire qu'on va amener des étudiants à être entrepreneurs. C'est un petit peu ça, mais en fait, ça ne marche pas tellement. Et puis, devenir entrepreneur, ça se trouve, ça va être dans 10 ans, 15 ans. Finalement, c'est un peu secondaire. Et moi, ce que je montre, c'est que l'enjeu, c'était à court terme, immédiatement, c'est plus d'introduire certaines réformes dans l'université. C'est qu'avec ces différents modules, ces start-up week-end, cours d'entrepreneuriat, etc., derrière, c'est aussi des transformations de l'université qui prennent des formes très différentes, mais c'est à la fois des réformes administratives, on pourrait dire, avec finalement… introduire des pratiques de gestion issues des écoles de commerce, faire plus de partenariats avec les entreprises, introduire plus des logiques, amener aussi les chercheurs, si possible, à créer des entreprises, déposer des brevets. Il y a toute une logique qui est plus sur l'organisation de l'université, et puis des réformes plus pédagogiques sur lesquelles j'ai plus travaillé moi personnellement, mais amener une autre manière, je pourrais en parler très longtemps, mais en très rapidement, amener d'autres manières d'enseigner avec notamment
notamment une montée croissante de l'importance des savoir-être par rapport aux savoirs, des savoir-être qui sont très normatifs, souvent inspirés du monde de la figure de l'entrepreneur, avec l'idée que ce qui est de plus en plus important dans les cursus, ça serait d'apprendre à se comporter de telle ou telle manière et des manières inspirées de la figure imaginaire un peu de l'entrepreneur, plus que la figure réelle d'ailleurs. Alors, la figure réelle de l'entrepreneur, il n'en est plus vraiment question, hein, mais la figure de l'entrepreneur qui serait le personnage incarnant aujourd'hui la créativité, l'agilité, tout ce qu'on veut. Et donc, finalement, une espèce de transformation d'un enseignement. Et moi, c'est ça qui me semble, que je critique pas mal dans l'ouvrage, avec finalement une perte d'importance des savoirs, des connaissances scientifiques vers des choses très normatives, en fait. Apprendre des manières de se comporter, je sais pas, à pitcher, savoir faire un pitch, voilà, à se vendre, et tout ça au nom de la figure de l'entrepreneur, mais encore une fois, qui a plus grand-chose à voir avec ce que fait vraiment quelqu'un qui crée son entreprise, voilà, qui n'a pas forcément… donc après, pour monter un petit peu en généralité, bon, ça c'est ce que j'ai fait, mais cette figure après, donc au-delà, c'est pour moi, ça devient une idéologie, c'est que finalement, c'est plus simplement, ça pourrait être, pourquoi pas, intéressant de dire il y a des services d'insertion dans les entreprises, dans les universités, pardon, apprendre à des études, donner quelques éléments de savoir-faire à des étudiants qui veulent créer leur entreprise. Bon, on peut dire ça fait partie de la tâche d'insertion professionnelle, mais en fait, ce que j'ai observé, ça dépasse largement ça. Et c'est là qu'on est plus du côté de l'idéologie, en fait, parce qu'effectivement, c'est plus de promouvoir cette figure de l'entrepreneur de soi, en fait. Et là, ça rejoint tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, donc des choses beaucoup plus générales, avec l'idée que dès l'étudiant, dès ses premières années, devient quelqu'un qui est entrepreneur de sa carrière, qui doit faire des choix très stratégiques, les plus stratégiques possibles, se construire son CV, voilà, avec aujourd'hui la sélection à l'université, c'est même avant l'université, vraiment se construire quelque chose de très stratégique et ça va avec cette idée voilà, plus générale d'idéologie qui masque l'inégalité des chances. L'idée que chacun est maître est entrepreneur de soi, peut se construire tout seul. On oublie totalement le collectif et l'inscription dans la société, mais se construire tout seul, être stratégique. Et puis aussi, ça va avec l'idée très utilitariste, tout doit être rentable, utile, sans perdre de temps dès le plus jeune âge. Voilà, donc c'est un petit peu ça, cette figure de l'entrepreneur de soi ou de l'étudiant entrepreneur. Et donc, pour moi, il y a une espèce de dérive, en fait, avec l'idée de base, amener des jeunes à avoir les capacités de devenir entrepreneurs vers quelque chose qui est un peu métaphorique, finalement, pour diffuser plein d'autres choses, en fait, des normes et des valeurs. Voilà. Et ce vocabulaire entrepreneuriat, c'est plus presque une métaphore qu'autre chose. Ouais, moi, sur la question vraiment de l'étudiant entrepreneur, je n'ai pas tellement travaillé. Par contre, effectivement, dans le domaine de la recherche universitaire, la figure du chercheur entrepreneur est fort valorisée à travers une série de discours et de dispositifs de gestion et d'organisation de la recherche. Et c'est une figure qui est fort proche aussi du travail de Boltanski et Capellos. C'est le nouvel esprit du capitalisme. Je ne sais pas si quelqu'un est familier avec ça. Non. Je ne savais pas si ça avait fait des émules jusqu'à Philolette. Non, bon, c'est vieux déjà, c'est peut-être trop tard. Mais en gros, c'est tout un travail qui montre comment, après 1968, le capitalisme s'est transformé et a fait sienne, en fait, fait sien les critiques qui lui étaient adressées autour de questions d'organisation du travail, de liberté, etc. Et où il y a une transformation où on pousse très fort la notion de projet, de réseau, d'autonomie, etc. Qui a transformé beaucoup de champs professionnels. Et dans celui de la recherche, effectivement, il y a tout le travail autour de la création de spin-off, de la prise de brevets, alors qui, de nouveau, touche moins peut-être les facs type philo lettres, sciences humaines, encore que il y a maintenant des attachés à la valorisation économique des recherches en sciences humaines, donc ça existe. Je ne sais pas, par exemple, l'idée de créer des jeux sur lesquels on pourrait faire des sous à la fin ou des trucs comme ça, je ne sais pas. Donc ça c'est pas complètement absent. Et clairement, ça a tendance à transformer les attendus de ce que c'est être un bon chercheur. Une figure particulière va être celle du chercheur entrepreneur qui effectivement est toujours en train de se vendre, faire des contacts, montrer à quel point il dépasse un petit peu les barrières et les frontières traditionnelles du métier, qu'il est capable d'aller expliquer son truc à un banquier, à un politique, à un étudiant, à son collègue, etc.
Donc, oui, c'est une figure quand même qui prend un peu de place. Alors, moi, je vais juste rebondir peut-être sur quelque chose. Je n'ai pas du tout étudié la notion d'étudiant entrepreneur, mais tu as parlé de notion de réseau et notion de brevet. Et ça, c'est assez intéressant. Et typiquement, dans le témoignage que Baptiste, le témoignage de Baptiste dans mon ouvrage, le titre de ce témoignage, c'est « De l'art du réseau et de la survie ». Et ça, c'est assez intéressant parce que comme lui le montre, et ce n'est pas le seul, moi j'incarne cette idée-là à travers Baptiste, qui est une vraie personne, hein, ce n'est pas une fiction bien sûr, mais il y a plein d'autres personnes qui parlent de ça, bien évidemment. Et cette notion de réseau est fondamentale dans la recherche, malheureusement. Alors, malheureusement, et pas, c'est-à-dire que c'est aussi positif. La recherche, elle ne se fait pas seule. La notion, l'image du chercheur dans son coin, un peu tout seul, bon, bah, ça fait une légende, mais ce n'est pas vraiment la réalité. Donc, c'est un aspect positif, le réseau dans la recherche. Après, l'aspect négatif, c'est que justement, on passe de la notion de réseau à la notion de copinage, à la notion d'entraide qui dérive vers une espèce d'entre-soi. Et là, ça peut poser problème. Donc, voilà, quand tu parlais de notion de réseau. Le deuxième point, c'est sur le brevet. Et ça aussi, c'est l'exemple de Baptiste, qui bien sûr, ce n'est pas un cas isolé. Hein. C'est vrai que en sciences expérimentales, en biochimie par exemple, les universités vont valoriser le brevet. C'est pas négatif. Moi, je pense que c'est bien de faire, pourquoi pas, faire des brevets quand ça peut, encore une fois, être utile au plus grand nombre. Mais il y a une différence entre la volonté de faire des brevets, l'image, et est-ce qu'on donne vraiment la capacité administrative de déposer des dossiers, de faire des brevets. Et là, ce qu'on voit typiquement dans son témoignage à lui, c'est que il est sur le point, il veut déposer un brevet, son directeur lui dit super, je t'ai exploité pendant 3 ans, maintenant super, on peut faire un brevet. Mais en fait, ça va être compliqué parce que l'université derrière n'a pas le personnel qui peut vraiment prendre en charge le fait de déposer un brevet, ça va être beaucoup trop tard. Et d'autre part, il y a des problèmes de conflit interne qui fait que même si tu veux déposer un brevet, tu as tel professeur de telle autre équipe qui veut un peu sa part du butin. Et en fin de compte, c'est peut-être toi qui as découvert l'efficacité de la molécule, mais tu vas avoir 10% sur le brevet. Donc, ce qui est intéressant aussi de cette notion un peu plus d'existence de brevets, de droit sur la science qui au départ se fait sur du public, mais qui va prendre un pas un peu plus ample avec la notion de brevet, c'est que c'est complètement légitime de vouloir en déposer, mais encore faut-il que ce soit juste vis-à-vis des chercheurs qui font cette recherche-là et que les universités se dotent vraiment des capacités de déposer vraiment ces brevets et de les faire de façon correcte, en fait, parce que si on veut aussi on ne peut pas prétendre à rentrer en compétition peut-être avec des entreprises qui sont privées, ou en tout cas, si on veut le faire, il faut se donner les moyens humains, administratifs de le faire, et ce n'est pas toujours le cas. Alors, merci beaucoup pour revenir brièvement à ce que tu as dit sur la valorisation économique en recherche, mais il y a peut-être un petit exemple récent. À Leuven, par exemple, récemment, ils ont organisé des séminaires justement en faculté de lettres. Donc, ça existe, ça atteint aussi les facultés de lettres. Donc, Adèle, tu viens de mentionner le côté administratif, justement, la gestion administrative, qui est aussi mentionné dans ton livre. Donc, tu dis que les chercheurs, jeunes chercheurs et chercheuses, sont devenus des gestionnaires administratifs qui doivent aussi eux-mêmes traverser donc, les méandres de l'administration et ces tractations chronophages pour s'inscrire, se faire rembourser de frais en déant à leur activité scientifique, ou même défendre leur thèse parfois, alors que, Nathan, tu en parles dans ton livre à toi, le nombre de défenses de thèse est très important pour le classement aussi des universités qui essayent aussi de se situer de manière stratégique. Donc, elles lui remettent d'une façon aussi des bâtons dans les roues. Est-ce que le milieu universitaire et ou de la recherche crée des tâches administratives qui sont toujours nécessaires? Quelle différence avec d'autres métiers, peut-être, ne peuvent-elles pas être d'une manière ou d'une autre simplifiées? J'avais pas énormément de choses à dire nécessairement là-dessus. Effectivement, il y a une partie qui est problématique. Par exemple, le fait de devoir souvent avancer soi-même de l'argent pour réaliser son travail, hein, quand on doit
aller en conférence, ou je sais pas, enfin, il y a plein de situations où c'est nous-mêmes qui devons avancer de l'argent et puis après se faire rembourser. Bon, dans d'autres milieux professionnels, c'est sans doute pas le cas. Donc là, on peut effectivement se poser la question des conditions. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces éléments-là? À titre tout à fait personnel, moi, mais voilà, je ne suis pas nécessairement choqué par la charge administrative que je vis. J'ai l'impression que c'est, en fait, dans tout métier, il y a une partie administrative. Maintenant, c'est vrai que il y a sans doute, comparativement à il y a, disons, 30 ans, un travail administratif et gestionnaire qui est plus conséquent qu'avant euh, et qui se manifeste aussi beaucoup au niveau des profs. Euh, et alors, il y a quelques dispositifs qui me posent effectivement vraiment question. C'est par exemple les timesheets. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un truc complètement con, un outil de management où on doit mettre presque heure par heure ou demi-journée par demi-journée à quoi on a consacré son temps dans une logique d'accountability, quoi. Donc de pouvoir montrer au pouvoir qui a donné de l'argent qu'on n'a pas fraudé. Et ça, mais c'est vraiment l'exemple parfait du bullshit job, quoi. Enfin, personne, à la fin, il va avoir éventuellement un audit, ils vont regarder, enfin, quoi? Oui, voilà, c'est ça. Enfin, à un moment, le truc devient plus important pour l'autorité qui finance de vérifier si l'argent a été utilisé effectivement heure par heure pour faire de la recherche que de vérifier si le projet a abouti à des résultats intéressants, quoi. Enfin, non, ça pose quand même effectivement question, mais sinon, enfin, c'est pas nécessairement quelque chose qui me choque intrinsèquement. Enfin, dans tout travail, on a une partie gestionnaire et la gestion du projet, de ses finances, des trucs comme ça, fait partie du job en partie. Mais il y a peut-être d'autres. Oui, alors dans le livre, il y a deux notions vraiment de problèmes liés à l'administratif. Il y a l'administratif des jeunes chercheurs, des doctorants, qui se retrouvent confrontés à beaucoup de paperasse à faire. Et en fin de compte, ce n'est pas tant c'est pas leur problème intrinsèquement. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'interlocuteurs ou assez d'interlocuteurs parce que les administratifs sont aussi sous pression et leur nombre est considérablement réduit. Donc, pour gérer des milliers parfois d'étudiants ou de doctorants, on se retrouve avec une personne, peut-être deux personnes. Et c'est ça qui pose problème. Il y a un embouteillage en fait sur la gestion de cet administratif. Et la conséquence, c'est que ça met énormément de stress, vraiment beaucoup de stress sur déjà ces personnes-là, il faut dire ce qui est, mais aussi ça ruisselle. Ce stress arrive sur les jeunes chercheurs quand, par exemple, Sarah qui témoigne faire valoir son droit d'adaptation de son emploi du temps pour cause de handicap, eh bien, c'est pire que son handicap, en fait, tellement c'est la croix et la bannière pour trouver une adaptation de planning, parce que, non, c'est pas possible, madame, non, mais si, c'est possible, mais on n'a pas la personne. Donc, quand je parle d'administratif, de problèmes administratifs, c'est pas tant de devoir faire de l'administratif, parce que effectivement, ça fait partie du travail, mais est-ce qu'on a des personnes, suffisamment de personnes qui peuvent nous aider à faire ça. Et ça, c'est un problème. Le deuxième point, c'est cette fois-ci sur les titulaires. Justement, à la fin du livre, je dis, malheureusement, quand je parle beaucoup de problèmes liés au travail, de violences, les violences, harcèlement moral, etc., c'est beaucoup de sujets du livre, bien sûr. J'explique aussi que sans dédouaner les titulaires qui sont dans le livre-là, en tout cas, responsables de harcèlement violent, de harcèlement moral ou de violences psychologiques diverses et variées, sans les excuser, il faut comprendre qu'ils sont de plus en plus transformés, justement, ils font de moins en moins de recherches, ils sont de plus en plus sous pression, et c'est eux qui sont transformés en gestionnaires administratifs au lieu de faire de la recherche. Quand vous devez gérer une équipe et que vous ne faites plus de recherche à proprement parler parce que vos journées, c'est faire des dossiers de financement, c'est faire démontrer que par A plus B, que votre recherche, ça va demander tant, enfin, vous passez votre vie à faire de l'administratif,
Et derrière, vous avez des gens qui peuvent vous taper sur les doigts, ou alors c'est votre carrière qui peut en pâtir. Il y a une énorme source de stress aussi. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on pourrait réduire. Je l'ai observé, c'est vrai qu'on était toujours en besoin d'administratifs dans mon laboratoire. Les gestionnaires administratifs, dont c'était le métier, elles étaient extrêmement précieuses. Sauf que pour faute de budget, elles sont réduites. Et on se retrouve à devoir faire leur travail, mais peut-être être moins doués parce que ce sont des gens dont c'est le métier. Donc, en fait, pour la même chose, on n'est pas formé forcément à ça. On peut le devenir sur le tard, mais je veux dire, c'est pas forcément notre métier. Et c'est une source de stress. Et en fin de compte, ça ralentit la recherche parce que sous le prétexte de on va faire des économies, on va payer moins l'administratif, on va réduire là, ça ralentit les procédures, ça va ralentir, ça fait source de stress et donc ça va impacter au final la recherche. Donc ça a l'effet inverse. Moi, j'aurais beaucoup de choses aussi à dire là-dessus, mais d'ailleurs moins lié là pour le coup au travail de recherche que j'ai mené qu'à mon expérience, parce que je trouve que c'est vraiment un truc majeur, quoi. Enfin, il y a plein de domaines. Enfin, alors déjà, ça ne concerne pas que l'université. Pour faire le lien avec d'autres secteurs, il y a une espèce, pour moi, d'explosion. Et je pense, je ne sais pas si certains connaissent le travail qu'a amené Béatrice Hibou, une politiste, sur ce qu'elle appelait la bureaucratisation néolibérale, où elle dit que de manière contre-intuitive, parce que l'idéologie néolibérale, c'est normalement toujours moins d'État, etc., mais qu'en fait, ça a plutôt généré une surenchère bureaucratique. Mais de manière, elle le montre dans plein de secteurs, une espèce de quelque chose qui est démesuré, alors même que, encore une fois, les grands idéologues néolibéraux disent qu'il faut plus d'État. Et effectivement, il y a deux choses. Il y a dans le monde de la recherche, enfin dans les activités de recherche, effectivement, dans l'enseignement comme recherche, dans les deux cas, c'est lié. Effectivement, nous, ce qu'on vit en tout cas des universités françaises, c'est la baisse totale du nombre de personnel. Donc ça, voilà, vu qu'il y a de moins en moins de personnel, le travail se reporte sur les enseignants-chercheurs, les doctorants ne sont plus accompagnés, enfin tout ce que tu racontais. Donc ça, ce que je disais tout à l'heure un peu, pour moi, ça empêche de faire sa thèse, ça empêche de faire son travail pour lequel on était embauché, quoi. Puis ça n'a pas trop de sens de même si de se former, mais de se transformer, de plus pouvoir faire de recherche et de devoir se former à des tâches de secrétariat, ça n'a pas trop de sens non plus, quoi. Il y a aussi une déperdition d'argent public. Et puis après, il y a un truc, je ne sais pas si vous avez ça aussi, mais les systèmes, ça pourrait faire la question après avec le numérique dont on va parler, mais des systèmes d'information un peu complètement fous qui se mettent en place, que plus personne maîtrise et qui sont des machines sans aucun pilote, parce qu'en plus, combiné à ça avec la baisse du personnel administratif, voilà, moi j'ai un exemple, un ami qui a soutenu une thèse, qui a eu beaucoup d'années à faire sa thèse, et il y avait un enjeu de l'autoriser à soutenir sa thèse, et bon, finalement il avait été autorisé politiquement, l'accord, le directeur de l'école doctorale avait donné son accord, tout était bon, il y avait la thèse était jugée excellente. Voilà. Mais après il fallait qu'il s'inscrive par le truc qui s'appelait le CIGED de l'université de Lyon 2, pour pas la citer, donc un espèce de système informatique, et il a failli jamais soutenir sa thèse. Enfin, ça l'a totalement désespéré, il a fait une dépression. Alors c'est moi qui l'ai fait finalement, j'ai pris plusieurs jours pour essayer de comprendre les méandres de ce système pour s'inscrire, et il y avait plein d'étapes, et il fallait à chaque fois que quelqu'un valide l'étape suivante, mais à l'université personne savait comment personne savait comment débloquer la machine. Chaque fois qu'on passait une étape, il fallait trouver quelqu'un d'autre. Bon, il était au point qu'il a failli pas soutenir sa thèse et tout abandonner après 10 ans parce qu'il y avait ce système d'information. Bon, on a réussi à s'en sortir. Mais voilà, je ne sais pas voilà, s'il y a des choses similaires dans d'autres secteurs, mais en tout cas, il y a quand même vraiment une espèce de... Mais tout ça, il y a deux sujets, en fait. Il y a le sujet de la baisse des budgets qui limite le nombre de personnels administratifs, et l'autre sujet qui relie ce qu'on disait en première partie de la table ronde, c'est justement la mesure de l'excellence, etc. C'est un lien avec cette surcharge administrative, parce que je vois des collègues titulaires, et plus ils avancent en grade, les gens qui deviennent professeurs, plus en fait ils passent leur temps à sélectionner et évaluer tout le monde. Donc en fait, la surcharge administrative, c'est aussi du travail qu'on pourrait dire qui est entre l'administration et l'évaluation de la recherche, mais on est un peu entre les deux, dans une zone grise, mais en tout cas qui est souvent assez mal vécue par les gens, où on en parlait encore hier avec des collègues, mais qui du coup passent l'essentiel de leur temps de travail du coup à sélectionner là c'est des contrats doctoraux, sélectionner des doctorants, sélectionner des postdoctorants, faire des comités de sélection pour les enseignants-chercheurs, évaluer d'articles, faire des rapports pour les évaluations de l'université. Enfin, il faut que des rapports d'évaluation et de sélection sur tout le monde, et ce travail d'évaluation, c'est aussi plein de travail que tout le monde doit faire, et au détriment d'autres choses. Donc c'est aussi la production de cette excellence, c'est aussi une gestion administrative qui mobilise beaucoup de temps et d'heures. Merci beaucoup. Je suis
propose que je pose encore une question, et puis vous laissez un peu la parole, peut-être pour changer de ligne directrice. Si vous n'avez pas beaucoup de questions, j'ai une question que j'aimerais poser par la suite, qui est de quelqu'un qui n'a pas pu venir parce qu'il a le Covid. Ça existe encore. Du coup, voilà, le numérique, on en a parlé. Donc, dont son imposition dans l'enseignement et la recherche pendant la pandémie fut fortement critiquée par Philippe Forêt. J'en ai parlé aussi dans mon introduction, dans son tract Gallimard. Est-il le produit dérivé donc, de l'idéologie entrepreneuriale et ou capitaliste et productiviste? Quels sont les dangers donc, de son éventuelle pérennité dans la recherche et l'enseignement universitaire? Moi, j'ai presque rien là-dessus parce que j'ai vraiment pas beaucoup travaillé là-dessus. Et donc, comme tout le monde, hein, j'ai vécu la pandémie, le télétravail, le passage au numérique pendant tout un temps. Donc, j'ai donné cours en ligne et je suis pas fan, hein, c'est clair. Je préfère le contact avec les étudiants, mais sans être contre le numérique par principe. Enfin, surtout tant qu'il ne se substitue pas complètement aux autres pratiques, hein, ça c'est clair, quoi. Mais par contre, et c'est quelque chose peut-être que j'aurais pu, sur lequel j'aurais pu revenir aussi plus tôt, ça me fait penser à la semaine passée, j'ai une conférence à Strasbourg. Et en France, ils ont ce qu'on appelle des ATER. Alors, je ne sais pas exactement quel est l'acronyme, mais en gros, c'est des contractuels qui sont payés aux heures d'enseignement données, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est des statuts très précaires pour le coup, qui ne sont pas payés du tout temps plein, qui sont mal payés, qui sont reconduits tous les X temps. Et il me disait, en fait, pendant la pandémie, on a donné, et parce qu'on a aussi de plus en plus d'étudiants, etc., on a donné des trucs, on a fait des podcasts. Et ce que l'université se dit maintenant, c'est que peut-être on pourrait arrêter de payer les auteurs et juste donner les podcasts. Et là, j'étais quand même un peu sur le cul. Oui, c'est ça. Où il y avait vraiment un enjeu auquel j'ai en fait pas été confronté pour le moment en Belgique francophone. C'est la réflexion à laquelle je voulais venir là-dessus, c'est que je crois que la Belgique francophone n'a pas pris nécessairement les mêmes évolutions que la France en matière de gestion des universités. Moi, j'ai travaillé sur une comparaison Flandre-Wallonie. On voit vraiment que l'objet recherche universitaire, l'objet université est beaucoup plus investi par les politiques, par des dispositifs de politique publique en Flandre qu'il ne l'est en Wallonie. En Wallonie, en Fédération Wallonie-Bruxelles, les universités ont gardé une autonomie relativement grande comparativement à d'autres endroits. Et je pense aussi par rapport à la France où chaque ministre veut faire sa réforme, développe un nouveau truc pour changer l'organisation, etc. Et qui est absolument épuisant, je crois, pour les travailleurs dans les universités en France. Oui, c'est ça. Et qui est un truc auquel on a quelque part la chance d'être un petit peu moins soumis, alors qu'il va avec toute une série d'autres problèmes de financement, etc. Mais il y a une espèce de truc où l'université en Belgique francophone est en partie épargnée de ces logiques vraiment d'intervention publique dans la gestion et qui permet peut-être de nuancer ou de différencier le propos. Voilà, on n'est pas dans les mêmes contextes, quoi. Alors moi, sur la notion du numérique, peut-être je vais parler plutôt du télétravail, en l'occurrence, qui est une des conséquences du Covid. Moi, je pense que ça dépend comment c'est utilisé, mais ça peut aussi être un outil d'émancipation. Bien évidemment, l'humain reste le centre de la recherche, en général, hein, de tout travail, mais quand ça permet aussi de réaliser qu'il y a du travail, il y a des choses que l'on peut faire depuis chez soi, et on n'a pas nécessairement besoin d'aller au laboratoire pour les faire. Et ça démontre aussi aux directeurs, directrices, aux managers, que ce soit dans le public, privé, indépendamment, que oui, on peut faire confiance
aux personnes qui travaillent. C'est pas parce qu'on fait du télétravail qu'on va en fait jouer aux jeux vidéo toute la journée. Et même justement avoir cette liberté-là, ça permet de peut-être un peu mieux gérer son emploi du temps et de trouver son propre rythme. Parce que quand parfois, en fait, un rythme bureau ou un rythme labo ne correspond pas à son rythme naturel. Et c'est pas la meilleure façon qu'on va avoir pour être le plus efficace, en tout cas, d'être dans un état d'esprit qui fait qu'on produit vraiment de la recherche et qu'on y prend plaisir. Et donc, c'est pour ça qu'en ce sens, je pense que le télétravail, donc le numérique télétravail, peut vraiment être un outil de mieux-être dans son travail, quand, bien évidemment, il n'est pas forcé, parce qu'il faut aussi que... En fait, il faut que ça soit un choix, encore une fois. Si on a le choix de pouvoir venir labo une fois, 2 fois par semaine, et le reste du temps, on reste chez soi, je pense que si on a tous fait du télétravail au moins une fois, on a tous fait une lessive entre midi et 2 qu'on ne faisait pas avant. Enfin, moi, je sais que c'est ce que je fais. Et je suis très, très heureuse parce que je me sens beaucoup plus libre. Je me sens beaucoup plus libre de travailler comme ça. En revanche, c'est vrai que ça peut poser le problème de l'isolement, de la solitude. C'est quand même quelque chose qu'on retrouve aussi en doctorat, surtout en sciences humaines. La notion de solitude et d'isolement est un vrai problème, même avant le Covid, même avant le télétravail. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment 2 facettes à cette notion du numérique et du télétravail. Mais c'est important aussi que ça permet de redonner cette indépendance du chercheur, de la chercheuse, dans sa recherche. Parce que malheureusement, en tout cas en sciences expérimentales, bien sûr, c'est plus difficile. Si on doit venir faire des expériences sur du vivant au labo, on ne va pas pouvoir le faire depuis chez soi, ça c'est assez évident. Mais quand on en est à une étape où on doit faire de l'analyse de données, quand on doit juste écrire, pourquoi réellement a-t-on besoin de venir au laboratoire? Il y a cette notion de oui, mais si tu es chez toi, je ne sais pas, j'ai pas la preuve que tu travailles. Non, mais je veux dire, personne n'a d'intérêt à se tourner les pouces. On a une thèse à soumettre. Bon, voilà. Mais il y a une notion, donc c'est assez intéressant dans le sens où ça peut redonner une nouvelle forme de confiance en fait, des employeurs ou des supérieurs vis-à-vis de leurs doctorants ou de leurs employés pour montrer que oui, le travail n'a pas à être dans une boîte très spécifique du 8h30, 20h30. On peut aussi avoir d'autres formes de travail et c'est en ce sens-là que pour moi, le numérique et le télétravail, quand il est bien contrôlé, enfin voilà, quand il est libre, peut être vraiment émancipateur. Moi, pour compléter un peu l'appareil, toujours plus par rapport à mon expérience personnelle qu'à des travaux de recherche, je pense qu'en fait, sur le numérique, il y aurait plein d'autres sujets, mais si on prend ce qui s'est développé depuis avec le téléenseignement, télétravail, il y a 2 choses. Il y a la recherche et l'enseignement. La recherche, je pense qu'en sciences humaines et sociales, on est beaucoup moins confronté à ce que tu décris, parce que nous, il n'y a pas, sauf je connais un labo comme ça à Paris, mais si on n'a pas d'obligation de présence, la plupart, voilà, donc nous, ce qui nous menace, c'est plutôt l'anomie, l'isolement, et on n'a pas ce côté, personne nous demande d'être présent. Par contre, ce que j'ai vu un peu, moi, c'est qu'effectivement, je pense des fois, le numérique, ça peut être très utile, plein de réunions, qu'on fait maintenant en ligne, qui parfois, des petites réunions n'étaient pas très utiles, donc ça gagne beaucoup de temps. Mais en même temps, je vois à court terme comment ça nous arrange tous, et je vois à plus moyen terme dans nos labos, nous, qu'on n'ait pas cette obligation de venir liée à des équipements, je vois quand même comment, là, les collectifs se dégradent. Enfin, on le sent maintenant, les gens viennent moins, on croise moins de gens, certains ont complètement déserté, et je vois comment, moi, la menace à court terme, ça nous arrange tous de faire cette réunion en ligne, mais comment à moyen terme, ça pose quand même des questions sur les collectifs. Ça, c'est pour le côté recherche. Mais après, il y a le sujet de l'enseignement, effectivement, enseignement en ligne. Alors, je ne sais pas trop comment c'est ici. Alors, pour le coup, nous, c'est quelque chose qui n'est pas du tout cadré, justement. Alors là je le déplore, hein. Par rapport au cadrage par les politiques publiques, etc. Nous, cette année, on a été, moi, à l'Université Paris 1, complètement livré à l'abandon sur est-ce qu'on pouvait faire il fallait quand même plutôt venir en présentiel, mais est-ce qu'on faisait de l'hybride, comme on dit, ou pas? Ça a été l'anarchie la plus totale, et ça a été un peu compliqué parce que chaque prof a fait un peu ce qu'il voulait. Moi, j'ai refusé de faire en hybride. Mes cours étaient seulement en direct parce que je trouvais que c'était très problématique pour les étudiants de prendre cette idée qu'en fait, ils venaient plus, parce qu'effectivement, on a tous, ça vide les amphis de manière radicale, parce que voilà, il y a un moment, il est 7h du matin, il faut faire 1 heure de transport en commun. Bon, on est tous pareils, hein, sur le coup, on a plus envie. Mais je pense, moi, j'ai pensé que c'était pas
pas un service à rendre aux étudiants, donc j'ai continué que en présentiel. Mais après, c'était la pression de certains étudiants qui venaient mettre la pression pour qu'on fasse en hybride, et puis on était laissés tout seuls. Alors là, en fin d'année, il y a quand même eu, ça a été discuté un peu au niveau de l'université. Il y a notamment les départements d'histoire, histoire et géographie qui ont été un peu précurseurs, qui ont fait une motion pour refuser justement l'hybride, revenir en présentiel 100% que présentiel. Mais ça a été le conseil de l'université a voté contre ça, donc on repart sur quelque chose où on serait un peu possibilité de faire de l'hybride. Mais comme certains, là les syndicats ont souligné récemment, j'étais d'accord avec eux hier, que derrière il y avait l'idée de la santé mentale des étudiants, dire qu'il n'y a pas assez de psy, etc. Puis en même temps de dire qu'on peut continuer à pérenniser les cours en ligne. Je pense qu'il y a un peu un souci quand même. Et moi, ça me semble assez problématique, les cours en ligne. Encore une fois, quand c'est généralisé, ça peut être des fois pour un suivi de mémoire, quelque chose de ponctuel, pas de problème, mais il y a quand même un problème. Puis après, ça, c'est l'enjeu pour les étudiants. Après, pour notre métier à nous, là, c'est plutôt ce que tu décrivais à Strasbourg, le podcast, etc. C'est derrière, c'est aussi l'idée de, quand même, vu qu'on est dans des logiques d'économie permanente, à quand le cours enregistré pour toutes les facs de France pour les 10 prochaines années. On peut gagner beaucoup là avec l'idée d'enregistrer des cours et de tout faire en ligne. Et je pense qu'il y a quelque chose qui menace assez fortement nos métiers. Alors, pourquoi pas? On peut dire peut-être qu'en fait, quand il y a 20 cours d'amphi de sociologie, en fait, on pourra en faire qu'un pour toute la France. Enfin, pourquoi pas? Mais du coup, il faut être conscient que si on est pour ça, on va vers ça, en fait. Mais il faut l'avoir en tête. Après, on peut se dire, pourquoi pas, en fait, en ligne, ça marche aussi bien, etc. Mais, je pense qu'il y a quand même des dangers assez importants. Alors, merci. Je vais donc poser une dernière question pour faire honneur, sans étrangler Nathan avec le câble du micro, faire honneur au travail de quelqu'un qui n'a pas pu venir car il a le Covid et doit rester chez lui. Parlant numérique, juste avant ça, comme vous le savez, ce n'est pas rediffusé en live en ligne, mais l'événement est enregistré. Donc, ce ne l'est pas pour des raisons principalement logistiques, mais ce sera enregistré et diffusé sur le site d'Intersection par la suite. Alors, la question, vous m'excuserez de sa longueur qui n'entaille pas pour autant sa qualité. Donc, elle concerne peut-être un peu plus Adèle ici. Donc, dans le film Whiplash, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui parle d'un étudiant de jazz qui est à la batterie, qui subit des pressions de la part d'un chef d'orchestre de Big Bang dans lequel il joue. On trouve de nombreuses formes de harcèlement moral que l'on trouve dénoncées dans ton livre. Façon constante de rabaisser les résultats du doctorant, de lui suggérer qu'il est sous le niveau qu'il devrait avoir, comparaison et mise en concurrence avec d'autres, forme d'humiliation et de colère en public, violence, piège tendu pour ruiner le travail du batteur, en lui donnant de mauvaises partitions, par exemple. Et pourtant, le film se conclut sur un solo frénétique qui ressemble à l'aboutissement d'une thèse de doctorat et sur le regard approbateur du même chef d'orchestre. Sentir donc un sentiment ambigu, le musicien réussit au prix d'une souffrance et on est dans une certaine mesure heureux, nous aussi pour lui, quand on regarde le film. Dans un même temps, on se sent piégé par cette narration qui lie presque nécessairement l'œuvre réussie, brillante, à une certaine quantité de souffrance et de déni de soi, de ses relations familiales, professionnelles, sociales. D'une certaine manière, et sans vouloir excuser les harceleurs, comment peut-on lutter contre ces formes d'admiration par lesquelles on instaure une stature symbolique hors norme aux personnes qui nous harcèleront? Alors, désolé, je n'ai pas fini, il y a une deuxième partie dans la question. Dans le film, autant que dans le livre, on sent que cette stature symbolique est en partie liée à un statut conféré par l'institution. Sans doute, certains aspects de ce statut sont positifs, donc l'écriture d'un ouvrage qui a eu de l'importance dans le domaine, l'éloquence devant un amphithéâtre, on a parlé de donner un bon cours. Et il est cependant parfois mentionné l'idée d'un rite de passage que le supérieur attendrait que l'on reproduise, puisqu'il l'a passé lui-même, souffrir par exemple. On a parlé tout à l'heure. C'est l'élément de ce rite qui est important, donc le nombre de publications, l'abnégation de soi, suppression de ses congés, ne pas être malade. Et donc, quelles pratiques peut-on envisager entre collègues pour briser cet effet de fascination et de dépendance à l'approbation d'une personne? Vaste question. Non, Whiplash, super film d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu. Mais c'est vrai, c'est très très intéressant. C'est vrai, je n'avais pas forcément fait le rapprochement, mais on a complètement, je pense que même sur le récit de Baptiste, typiquement,
on peut avoir ce rapprochement. Ce qui est assez intéressant pour moi, c'est cette notion de pourquoi est-ce qu'on admire autant les gens qui ont souffert pour réussir. C'est assez intéressant, ça. Dans Whiplash, c'est le cas. Et puis dans la recherche, on a cette phrase que moi j'ai entendue, qui a été prononcée à plusieurs reprises par d'autres personnes, qui disait en thèse, si tu ne souffres pas, c'est que ce n'est pas une bonne thèse. Et ça, c'est complètement faux, mais c'est assez intéressant. Qu'est-ce que ça traduit comme idée? Ça traduit que notre valeur en tant que personne, elle est directement liée à notre souffrance, en fait. Donc, pour être un bon chercheur, il faut beaucoup souffrir, peut-être même faire un burn-out, l'accomplissement de tout chercheur qui mérite, en fait, sa thèse. C'est exceptionnel, mais c'est terrible de penser comme ça, c'est vraiment terrible. Mais ce qui est assez intéressant, c'est on admire la personne qui a réussi parce qu'elle a souffert, mais on prend le problème à l'envers. Pour moi, l'admiration dans Whiplash, c'est pas de se dire « Waouh, il a réussi parce qu'il a souffert ». Non, il a réussi malgré toute la souffrance qu'il a endurée. Mais qu'est-ce qu'il n'aurait pas pu faire de formidable s'il n'avait pas eu tous ces bâtons dans les roues? Et ça, c'est le discours de Sarah. Sarah qui dit dans le livre, mais moi, voilà, c'était une élève à haut potentiel intellectuel qui a toujours tout réussi dans sa vie, qui arrive, plusieurs exemples différents de doctorants aussi qui ont eu des difficultés scolaires, mais bref, il y a plein de formes de doctorants différents. Mais Sarah dit, j'ai toujours adoré mon sujet de thèse, malgré les difficultés, j'ai une passion pour ça, elle était douée pour ça, mais elle a eu des bâtons dans les roues qui ont fait, oui, elle finit par, voilà, on va y arriver, mais ça a été une telle perte d'énergie, de temps, même d'innovation, encore une fois, d'idées. Donc, cette comparaison-là, on prend vraiment le problème à l'envers. Il faut arrêter d'admirer les gens qui ont souffert pour réussir. Je pense qu'on peut les admirer, mais parce qu'ils sont arrivés malgré cette souffrance. C'est vraiment ça, cette idée-là. Mais comme on prend le problème à l'envers, on se dit que donc pour réussir, il faut souffrir. C'est comme si c'était un prérequis, alors que non, c'est juste un handicap qu'on a eu et qu'on a surmonté. Mais on peut prendre ça dans tous les films. En fait, vous voyez, on baigne dans des films qui sont comme ça. Les super-héros, pour être un super-héros, il faut avoir soit perdu ses parents, soit avoir perdu, avoir souffert. Je crois que le plus cool, c'est Iron Man, parce qu'en fait, le gars, il a aucun problème, et en plus, il est super cool, quoi. Il a son truc, là. Bon, je sais pas lequel, alors ce serait Superman, il a pas ses parents. Enfin bref, on baigne dans cette notion de pour être admiré, il faut souffrir et avoir surmonté sa souffrance. La souffrance fait partie intégrante de l'admiration. Donc ça, c'est quelque chose à déconstruire dans toutes les œuvres, mais à l'université aussi en particulier, parce que, encore une fois, il n'y a aucune honte à être heureux de faire sa thèse. Mais vraiment. Et d'ailleurs, si ça peut être le cas pour tous, c'est le but. Pourquoi on est là? Pourquoi moi j'écris ce livre? Alors, en l'occurrence, c'est ce que je dis à la fin. Je n'écris pas le livre pour me regarder le nombril et pour s'apesantir chacun sur un pathos qui ne va pas changer. Non, on écrit ça pour dénoncer des abus, pour que lorsque des personnes nous disent « Waouh, mon doctorat, ça se passe super bien », il y a un homme qui m'a dit « Le doctorat, c'est un de mes meilleurs souvenirs de vie ». Et ça, je me dis « Waouh !» Mais ça, il faudrait que tout le monde dise ça, parce que ça devrait être le cas pour tout le monde. C'est un moment unique, c'est un moment d'ébullition intellectuelle, c'est extraordinaire de pouvoir se pencher pendant des années sur un sujet qui peut nous passionner, alors sans forcément nous passionner, mais vraiment qui nous intéresse vraiment. Il faut qu'on se batte pour ce bonheur-là, ce plaisir de faire de la recherche sans souffrance. C'est le vrai but finalement de tout ça. Et la notion d'admiration, je pense qu'il est normal d'admirer une personne parce qu'on aime sa production intellectuelle, on aime son éloquence, oui, son éloquence, je pense que ça n'a pas à être malsain, mais justement, quelle est cette limite-là? Et ce qu'on peut voir auprès des jeunes chercheurs, mais ça, pareil, ça peut être en politique, ça peut être dans plein de milieux, l'admiration ne peut pas être, un prétexte à tous les abus. C'est ça. Et malheureusement, quand on admire une personne, et typiquement les jeunes chercheurs, par exemple Laurine, la première, qui témoigne et qui dit « mais je suis pas d'accord, mais je suis qui pour dire que je suis pas d'accord face à un grand ponte? Pour moi, il a tort, mais
je suis qu'une petite doctorante. Donc, d'où je me permets. Et donc, il y a aussi cette notion de... On peut admirer une personne pour sa carrière, pour son travail, mais ça ne veut pas dire que ça entraîne le fait de s'écraser face à cette personne-là. On peut avoir une relation d'égal à égal tout en reconnaissant une carrière, une supériorité, pas en tant que personne, mais tout simplement en tant que connaissance, en tant qu'expérience. Et donc ça, c'est très, très important parce que c'est vrai que la recherche, comme la politique, comme n'importe quel métier, il y a des personnes avec beaucoup de charisme, et avec certains avec beaucoup moins, hein. Mais il y a des personnes qui peuvent facilement avoir une emprise psychologique. Et donc, comment arriver à garder une relation qui soit professionnelle tout en respectant la personne qui a beaucoup d'expérience comme la personne qui débute tout simplement dans la recherche. Je ne sais pas si quelqu'un voulait rebondir là-dessus. Juste un point. C'est vrai qu'il y a cette situation où on idéalise un petit peu la souffrance, les grandes figures, des choses comme ça. Ma posture, c'est plutôt... il y a aussi moyen que ce soit juste un job, en fait. C'est un travail, on a un salaire, on a un contrat, on essaie d'atteindre des résultats en suivant une méthode, et puis on n'est pas obligé de travailler jusqu'à minuit et travailler les week-ends pour produire plus, pour faire mieux, etc. Il faut arrêter de se comparer à ces espèces de trucs. Enfin, moi, en fait, je me suis inscrit dans la carrière de recherche sans nécessairement être un immense passionné, quoi. Et je crois qu'il y a beaucoup d'autres gens qui sont comme moi, qui sont là un peu par hasard, parce qu'il y avait une opportunité à un moment. Euh, bah, euh, on doit aussi laisser la place à ces gens-là et pas faire de l'université un milieu où on n'a que des gens qui sont tellement passionnés, qui sont prêts à bosser des heures et des heures et des heures en plus sur leur truc pour essayer de devenir le prof à la place du prof. Et alors, enfin, maintenant qu'on parle, c'est vrai, de harcèlement, et je croyais qu'on avait plus l'aborder, mais c'est clair que c'est un truc qu'on retrouve dans d'autres milieux professionnels, mais il y a cette dimension d'autonomie des profs qui sont chefs de service, et où c'est vraiment des petits patrons qui sont dans des situations de pouvoir où l'institution va très peu intervenir, quoi. Il y a vraiment une non-ingérence, et où donc on a des situations où il y a des gens qui sont relativement malsains, qui sont nommés, qui créent beaucoup de souffrance, mais qui, parce qu'ils sont nommés profs irrévocables, bah, en fait, il ne va rien se passer, quoi. Et ça, c'est terrible. Ouais, ils sont sans doute arrivés là parce qu'ils ont fait face à des concurrents, donc ça fait déjà une sorte de sélection qui va mettre en avant certains profils plus particuliers qui essayent de faire tout pour se détacher des autres, etc. Et ça crée des situations terribles. C'est vrai que à l'UCL, il y a eu une espèce de début de mouvement de MeToo, type, enfin, il faut qu'on arrête avec le harcèlement sexuel et moral, et puis en fait, ça n'a jamais pris, quoi. Et donc, il faut y aller, quoi. Il faut, je sais pas, c'est pas, le problème, en fait, c'est pas tellement qu'on ne peut pas le dire, c'est qu'il y a peut-être pas, ouais, la fenêtre, on n'est pas à l'écoute ou quoi, je sais pas. Enfin, en tout cas, il y a matière à réflexion et à action. Ouais. Du coup, ça me fait penser rapidement. Il y a justement une publication qui est sortie, en tout cas, c'est une lettre à l'éditeur, je crois bien, qui est sortie dans Nature Human Behavior, intitulée Comment le harcèlement est devenu un outil pour faire évoluer sa carrière. Et ça, c'est très, très intéressant. Et les personnes expliquent que le harcèlement est une façon de certains chercheurs qui voient trop de concurrence. En fait, c'est une façon d'éliminer la concurrence parce qu'en les maltraitant, en fin de compte, des personnes qui sont perçues ou qui sont effectivement, en tout cas, qui sont perçues comme meilleures, eh bien, si elles partent, qui va avoir le poste? C'est vous. Donc, ils expliquent que, j'aime pas trop la terminologie, mais donc, ils expliquent que les chercheurs médiocres ont plus tendance à faire ça, justement parce que c'est presque leur seule façon d'avoir des postes élevés. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'ils continuent en expliquant que ces personnes-là, une fois qu'elles sont en poste, font monter ce qu'elles appellent leurs protégés, et en fin de compte se retrouvent complètement protégées eux-mêmes parce qu'elles sont en poste. Autour d'elles sont des personnes qui leur sont redevables
parce que ce sont grâce à elles, à ces personnes-là, qu'elles sont arrivées à ces postes si élevés, et ça devient de plus en plus difficile de les déboulonner. Donc, quand tu dis qu'il y a parfois, alors je ne sais pas forcément où c'était, mais qu'il y a des difficultés de faire prendre des mouvements, il faut savoir, y a-t-il une réelle volonté de faire prendre ce mouvement dans certaines directions? Est-il cette volonté-là? Parce que la volonté est liée sur le terrain. On la retrouve chez beaucoup de titulaires. Et encore une fois, moi, j'ai des titulaires qui sont venus me voir en me disant, vous savez, vous parlez des jeunes chercheurs, c'est important, mais les titulaires qui essaient de se battre contre le harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel, et qui se retrouvent au placard parce qu'on ne fait pas partie du bon réseau, la bonne politique, on n'a pas les bons potes, c'est aussi un problème. Donc, malheureusement, autant il y a des écoles doctorales ou des universités qui ont une volonté de faire bouger les choses, autant certaines n'ont pas d'intérêt parce qu'ils sont liés en fait à ces problèmes-là. Ils protègent des harceleurs des universités, des directeurs, protègent des harceleurs. Et par exemple, le directeur de l'Orine, harceleur moral, harceleur sexuel, a été protégé par le directeur de l'université, par le vice-président. Tous ces gens-là sont en place, sont toujours en poste. Elle a tenté d'avertir. La conséquence, c'est quoi? C'est que c'est elle qui se prend une enquête pour plagiat. Donc, ouais, il y a un problème. Il y a des gens qui n'ont pas cette volonté-là. Merci beaucoup. Je vous propose à toutes et tous de remercier chaleureusement nos deux intervenantes et notre intervenant aujourd'hui.